David Demougeot, qui est le directeur artistique du festival Bien Urbain. Donc là, il est intervenant sur la table ronde, et après, on va projeter le film des 10 ans du festival Bien Urbain. Donc qui va bien compléter tout ce qui aura été dit avant. Nous avons Stéphanie Lemoine ici, journaliste, qui va animer et modérer cette table ronde. Nous avons Hichem, qui est artiste, qui pratique principalement l'espace public. Et nous avons Fanny Broyel, qui est co-directrice, co-présidente d'un nouveau mouvement qui s'appelle l'urbanisme culturel. Donc, je vais vous laisser ensuite enchaîner sur tout ça. Merci à tous. Est-ce qu'on pourrait projeter des images? Tout est branché à puis ouais, voilà. Peut-être en guise d'introduction, dire un mot d'un contexte encore plus global dans lequel cette table ronde prend place, puisque en ce moment a lieu à Marseille. C'est un peu en train de se terminer, mais ce qui n'est pas vraiment un festival, mais une série d'événements qui s'appelle Performer l'espace public, qui est organisé par Lieu Public, voilà, et qui vise à un petit peu questionner, alors plutôt dans le champ de ce qu'on appelle les arts de la rue, donc le théâtre, le cirque, la danse en espace public, questionner les conditions de possibilité aujourd'hui de formats plus spontanés, moins encadrés, moins chers peut-être aussi à produire, non sollicités, et qui permettent de rencontrer des publics très divers dans un contexte très contraint de Vigipirate, de post-Covid, etc. Et donc ce matin avec David, on s'est retrouvé notamment place Castellane, où une compagnie en fait est vraiment intervenue sur la place, et il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de chaise, enfin le public et les comédiennes, danseuses se mêlaient, etc. Alors l'idée ici de cette table ronde, c'est de transposer un peu ces questions qui sont celles de performer la ville dans le contexte plus spécifique de ce qu'on appelle l'art urbain, c'est-à-dire des pratiques en espace public, mais plutôt du côté des arts visuels, pour faire court, et on reviendra sur peut-être une définition, une typologie un peu plus affinée, même si la terminologie en soi est un objet de débat de longue date. Et t'en parleras peut-être, David, à propos des actes du colloque, etc., que tu as organisé à Besançon. Voilà, et donc questionner un petit peu, enfin transposer ces questions, sachant que l'art urbain, lui, ne se pose pas forcément la question de l'autorisation, etc., puisque c'est au départ en tout cas, et on verra aussi comment les choses ont évolué aujourd'hui, mais au départ c'est un art qui se passe d'autorisation et qui intervient de manière non sollicitée dans la ville. Voilà, et donc on va se demander qu'est-ce que ça veut dire performer la ville dans le cas de l'art urbain? Qu'est-ce que ça veut dire performer la ville dans un cadre qui est peut-être de plus en plus celui de la commande, du festival, de l'événementiel, etc. C'est-à-dire de pratiques qui évoluent et qui sont peut-être pour certaines plus légales, plus sollicitées, plus encouragées et accompagnées, notamment par les élus. Et on va voir quelles questions aussi ça pose pour les artistes, les pratiquants qui viennent quand même d'une culture qui a été en partie forgée et déterminée par l'illégalité et les contraintes spécifiques à ce contexte qu'est l'espace public. Donc Germain a présenté intervenantes et intervenants de cette table ronde. Peut-être pour commencer, chacun et chacune d'entre vous va se présenter avec ou sans image, donc une petite présentation entre 5 et 10 minutes qui va nous permettre de comprendre d'où vous parlez, ce que vous faites, et de mieux savoir qui vous êtes. Et on va commencer par toi, Hichem. Voilà, donc tu as prévu quelques images, mais on ne les voit pas encore. Bonjour à tous, voilà, et à toutes. Je m'appelle Hichem, je suis artiste, plasticien, tagueur, graffeur et bon vivant, et arpenteur de l'espace urbain public. J'aime marcher, avoir un regard posé sur ce qui m'entoure et pratiquer un peu comme bon me semble sur mon temps libre. Je ne suis pas professionnel au sens spécialement rémunérateur de ma pratique, je suis un amateur passionné.
Je pratique le graphe depuis assez longtemps, depuis l'adolescence, comme je pense beaucoup de gens de ma génération. Que dire de plus? J'évolue au sein de plusieurs collectifs, dans des dimensions variables entre projets artistiques, notamment avec les Modern Jazz, et des équipes un peu plus axées sur la pratique du tag ou du graffiti dans l'espace public de manière plus illégale avec les yin yang notamment. Et voilà, tout se passe avec passion et boulimie et détermination globalement. J'ai fait une petite sélection un peu non exhaustive du coup de choses que je peux faire soit sur des terrains abandonnés. Là c'est essentiellement axé sur des terrains abandonnés ou des espaces de canal. Je sais pas si le scroll marche, j'ai pas l'impression. Je vous ai fait une petite sélection un peu de formats muraux et de formats papier et quelques vues d'exposition. J'ai pas été trop chargé en images histoire de laisser plutôt place à la parole de cette table ronde. Donc je vous fais un petit scroll. Je pars d'un graffiti classique à la base, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ça a pas mal dérivé vers des formes qui sont celles qui sont aujourd'hui. Je ne saurais pas trop les définir autrement que comme ça. Mélange de tags, de block letter, un peu de wild, des notions de flop, un peu toutes les notions du graffiti qui se mélangent dans ma tête et qui aboutissent en fait à des peintures qui sont assez spontanées en fait, pas trop préparées en général. Je vous fais un petit... Je travaille plutôt les couleurs et les textures en terrain en général, quand j'ai un peu plus de temps. Et quand je suis un peu plus en rue, en général, j'aime bien pratiquer tout ce qui est tracé direct, tag, des choses un peu plus rapides à réaliser. Est-ce que tu pourrais décrire les lieux Les lieux, ça peut aller d'un terrain abandonné à un canal souterrain de passage fluvial. Sinon, dans le cadre des soirées, plutôt la rue, le centre-ville. C'est très variable en fait, le scroll marche toujours pas. C'est très variable en fait selon les contextes en fait. Vu que c'est très spontané, il n'y a pas vraiment en fait de cadre défini. C'est vraiment en fonction du matériel disponible, des envies, des partenaires de peinture aussi, des camarades. Du temps disponible aussi, parce que c'est vraiment lié au temps qu'on peut y mettre. À des moments, ça peut être une balade d'une demi-heure, à des moments, ça peut être une demi-journée, ça peut être quelques heures dans la nuit. C'est très variable, du coup, tout est très modulable et très spontané. Et en fonction du matériel, surtout, en général, du coup. Est-ce que tu peux justement dire un mot du matériel que tu utilises, du type de matériel? L'aérosol spray, qui est le classique outil du graffeur, tagger, de la peinture acrylique de bâtiment, souvent de la récup, qui vient de dons généreux ou de dons généreux. Et après, moi j'aime bien les bases d'acrylique quand je peins en terrain parce que ça me permet d'aborder les masses plutôt que de juste sprayer à l'ancienne. Voilà. Après, j'ai quand même du mal à me passer de l'outil aérosol spray parce que c'est quand même un outil scripteur quand même assez fort, je veux dire, pour réaliser du très rapide, un geste assez spontané et aussi toute la palette d'effets, notamment liés aux textures, aux dégradés, etc. Ça permet quand même de développer des effets assez rapidement. Mais je ne me limite pas spécialement en termes d'outils, j'aime expérimenter, quoi. D'accord. Et ouais, vas-y. Non mais et donc toi tu dis ta culture au départ c'est celle du graffiti. Quels sont pour toi
quelles sont les spécificités de peindre dans des contextes qui a priori ne sont pas forcément faits pour y peindre, donc que ce soit ici dans la rue ou dans des espaces qui sont un peu des friches, qui sont un peu des interstices de la ville, qui ne sont pas d'ailleurs forcément visibles par grand monde, voire qui sont invisibles au plus grand nombre. Quelles sont selon toi les spécificités de ce type d'espace en termes de création? En fait, je pense qu'il y a plusieurs manières d'aborder la chose. C'est vrai que la question de la visibilité ou du fait de se mettre un peu de côté du regard du monde pour faire sa peinture, c'est vraiment deux approches totalement différentes. Et moi, personnellement, j'aime bien les deux, mais pas pour les mêmes raisons. C'est vrai que quand je me mets à l'écart, dans ce genre de contexte, par exemple, qui est un canal souterrain, de passage d'eau fluviale, là on est clairement tranquille, à l'abri des regards. Il n'y a que les personnes un peu initiées en général qui iront s'aventurer dans ces lieux et qui pourront voir les peintures en vrai. Les autres, ça sera la sphère Instagram potentiellement si on les poste ou pas. Là, c'est vrai que ça permet des peintures un peu plus posées, où on a le temps de monter un peu nos couleurs, on a le temps de monter nos effets, on peut rester 1 heure, 2 heures ou 3 à faire une ou plusieurs peintures sur la session. Et c'est vrai que les contextes de centre-ville, quand ils sont plutôt abordés de manière illégale, là par contre, ils sont plus speed, quoi. On a parfois 5 minutes, parfois beaucoup plus, si on prend un peu notre temps et qu'on y va au culot. Mais on n'aura pas toujours le temps de développer les mêmes choses et on n'aura même peut-être pas envie de développer les mêmes choses en fait dans un contexte différent. Donc moi je trouve que tout se nourrit en fait et tout se répond. Je sais que quand je vais aborder des peintures en terrain de ce type-là par exemple, j'essaie de garder sur certaines parties de la peinture des énergies qui sont propres à l'énergie qu'il peut y avoir en rue, c'est-à-dire ne pas totalement me déconnecter non plus d'une réalisation qui peut être rapide, appliquer un effet de manière par exemple, un peu vif. C'est des choses qu'on a tendance à oublier parfois quand on a tout notre temps et qu'on a tout notre confort de matériel. On a tendance à se ramollir en fait. Et moi je pense que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, en terrain, on va peut-être développer des aspects, on va plus prendre le temps de composer, peut-être, et du coup, expérimenter, et ça va nourrir la pratique plus rue, plus rapide, parce que les compos sortiront peut-être plus spontanément quand il faudra les exécuter rapidement, et à l'inverse, la pratique du geste, qui est peut-être plus vivace quand on est en extérieur, nourrira à son tour la pratique de terrain. Et voilà, c'est des allers-retours incessants, sans oublier la pratique du dessin, qui est plus une pratique d'atelier ou de maison, quoi. Enfin, quelque chose où en fait on sketch et on n'a plus besoin d'être accompagné de son esquisse pour aller réaliser des peintures. C'est juste tout un répertoire de formes qui se croisent dans le cerveau et dans lequel on va piocher les formes qu'on invoque sans arrêt et qui constituent un peu notre vocabulaire plastique en fait. Donc tout se croise, tout se répond en fait pour moi. Ok, merci. On reviendra sur ton travail et sur ta pratique. On peut continuer cette présentation avec toi, David, si tu le veux bien. Je vais essayer de mettre le diaporama, mais tu peux commencer. Ouais, bien sûr. Bonjour à toutes et tous, merci l'échelle pour l'invitation. Donc moi c'est David Demougeot, je viens de Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté. Et ici on a une association qui s'appelle Juste Ici, et qui organise un festival qui s'appelle Bien Urbain. Donc comme l'a dit Germain tout à l'heure, il y a un film après qui sera projeté sur un documentaire sur les 10 premières éditions du festival Bien Urbain. Et c'est un festival qui s'est monté, enfin au départ l'association s'est montée pour le festival, qu'on appelle un festival dans et avec l'espace public,
L'idée, c'est de faire venir des artistes plutôt plasticiens, mais pas que, donc plutôt art visuel, mais pas uniquement, mais qui ont une approche très contextuelle de la création, c'est-à-dire que c'est pas des artistes qui vont, en gros, pour résumer, des artistes qui vont faire un peu tout le temps la même chose suivant les lieux. Là, c'est plutôt des artistes qui se nourrissent du lieu où ils sont pour interagir avec et faire des créations. Et au départ, les artistes qu'on a invités venaient plutôt de la scène qu'on appelait street art au début des années 2000. Alors après, il y a eu un gros rejet de ce terme-là, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Enfin, on pourra rentrer dans les détails après si vous voulez, autour d'une bière, mais pas à la table ronde. Voilà, Besançon, c'est au centre du monde, comme vous pouvez le voir ici. Ça, c'est la carte que j'ai là aussi, si vous voulez voir, où il y a les œuvres qui sont encore visibles. Et j'ai mis quelques images des œuvres qui ont été produites. Il y en a beaucoup qui seront visibles dans le film. Et puis sur notre site, voilà, tout est assez facilement visible. Ça, c'est une peinture qui s'est fait censurer. Mais bon, on pourra y revenir peut-être. Ça, c'est Amparito, par exemple, qui est un artiste espagnol qui fait plein de choses très différentes. Et ça, c'est ce qui reste après sa performance. C'est juste de quoi s'installer très confortablement dans l'espace public. Ça, c'était Ox en 2011, sur une vitrine. Ça, c'est Eke et Rae, deux artistes suédois, qui gravaient des phrases que leur laissaient les habitants de Besançon. Ça, c'est Trois Tetman, Louis Lambert, qui remplace les pavés manquants par des céramiques faites sur mesure. Ça, c'est Martha Rossler, qui expose là ses collages sur des 4x3. Et ça, c'est Spy, un espagnol, qui a fait une pierre tombale. C'était il y a longtemps, c'est toujours d'actualité. Ça, c'est Anaïs Florin, un projet avec des jardinières et jardiniers qui se font exproprier en ce moment. D'ailleurs, il y a ce week-end une fête dans les jardins. Ils se font exproprier pour un écoquartier, alors que voilà, c'est un bel exemple de... ça, c'est pour les questions d'après. Stop. Et et donc en gros, le festival a lieu maintenant tous les 2 ans. Avant, c'était tous les ans, au mois de juin. Et on fait, à côté du festival, on a des projets qu'on appelle des projets de territoire, dans le sens où on est vraiment sur ces territoires-là. J'ai l'impression que le son est horrible. C'était juste de m'entendre. Maintenant, c'est le... Pardon, parce qu'avec la musique, je trouvais qu'on n'entendait pas bien. Et les projets de territoire, ouais, c'est dans 2 quartiers où... Merci. Où on est vraiment à l'année à travailler avec tous les acteurs associatifs, commerçants, habitants, etc., les voisins. Et on a depuis 4-5 ans, on a commencé ce qu'on appelle la permanence artistique, c'est-à-dire qu'on a fait pas mal de projets dans ces quartiers avec des artistes qui restaient quelques jours ou une dizaine de jours, et où les choses se passaient hyper bien, on arrivait à créer une belle synergie avec des habitants, des voisins, etc. Et puis les artistes partaient parce qu'ils n'habitaient pas à Besançon. Il y en a dans la salle, on a des très bons souvenirs avec certains artistes, mais il y avait un peu une frustration à la fin de se dire, bon, là, il s'est passé quelque chose et ça s'arrête. Et donc on a eu la chance de pouvoir embaucher une artiste pendant 3 ans. Et là, c'est la 2e artiste qui a commencé son contrat de 3 ans en tant que salarié de l'association pour être artiste dans 2 quartiers. Donc sa fiche de poste, c'est de travailler avec les habitants de 2 quartiers et de faire des œuvres dans l'espace public. Donc on est vraiment hyper content de ça, parce que ça change vraiment notre manière de travailler avec tout le monde en fait dans ces quartiers-là. Et ça change la manière aussi dont sont vus les artistes. Mais peut-être pareil, on en parlera tout à l'heure. Et toi, vous parlez plutôt d'art dans l'espace public d'ailleurs que d'art urbain, et c'est vrai que tu nous as montré une grande diversité finalement de formes et de pratiques. Est-ce que tu pourrais caractériser ce que vous faites et comment vous essayez d'approcher justement cet espace très particulier qu'est l'espace public? Oui, on n'a pas... Alors, pour l'art urbain, on ne dit pas art urbain, nous, parce qu'on ne voulait pas dire street art, on ne voulait pas dire art urbain, parce que ça
renvoie trop à une typologie qui pour moi est de l'art non autorisé. Et du coup, vu qu'on montait une association et qu'on voulait faire des choses plutôt autorisées, on s'était dit que c'était un peu trahir ce que c'était que l'art urbain. Par contre, parfois c'est les mêmes artistes, mais l'art dans l'espace public ou dans et avec l'espace public, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette dimension contextuelle, c'est-à-dire que les artistes qu'on invite, on sait qu'ils vont pas faire du tout la même chose que ce qu'ils ont fait jusque-là, parce qu'ils vont le faire ailleurs. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Donc, le plus proche, moi, je dirais que c'est ce côté art contextuel, ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on a dit, voilà, dans et avec l'espace public. Et ben oui, comme on a vu là sur les images, c'est assez varié au niveau des techniques et des manières d'appréhender l'espace public. Donc c'est aussi ce qui nous intéresse, que ça ne soit pas toujours la même manière d'appréhender l'espace public. Et notre travail, c'est aussi, en fonction des artistes qu'on invite, de trouver les lieux où ils peuvent intervenir, où ça peut avoir du sens. Et inversement, quand on part des lieux, trouver les artistes qui nous semblent pouvoir aborder le territoire en fonction des problématiques qu'on a. Si ça vient par exemple, si c'est une association qui nous invite à parler de telle question, ben on va choisir tel ou tel artiste et pas d'autres. Hein. D'accord. Et avec donc des formats très différents, certaines œuvres pérennes, certaines qui sont plutôt de l'ordre de la performance ou de l'intervention très furtive. Ouais, c'est ça. Ben, tout est pensé éphémère, mais on sait que les peintures murales, elles vont rester plus longtemps que les performances, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas d'œuvre c'est très rare qu'on produise une œuvre pour penser comme une commande publique qui va rester pour l'éternité. C'est très très rare. Ouais. Ok, merci. Alors avant qu'on revienne sur ce festival, Fanny, à ton tour de te présenter, de dire comment toi aussi tu as approché ces questions d'espace public à travers à la fois ta pratique et à la fois ton travail de recherche, et comment tu le déploies aujourd'hui, comment tu fabriques aussi de l'espace public. Merci, bonjour à tous. Donc moi, mon rapport à la question de l'espace public et de la création artistique en lien avec ces questions-là, elle a démarré à mon arrivée à Marseille au début des années 90, où en fait je me suis retrouvée avec le groupe Massilia Sound System, pour ceux qui connaissent, où j'ai passé une quinzaine d'années avec eux où on a vraiment travaillé à la réappropriation des espaces publics et des récits urbains et des questions d'identité du territoire, mais dans un sens positif de la notion d'identité, à savoir ce qui nous différencie les uns des autres et pas ce qui nous rend identiques. Ça, c'est la définition d'Édouard Glissant. Je vous la donne, je vous l'offre. Et donc, pendant une quinzaine d'années, on a travaillé comme ça à réinvestir des espaces à la Plaine, au Panier, à la Belle de Mai, sur des concours de boules, des sardinades. On a lancé la sardinade des feignants du 1er mai sur la Plaine. On a lancé le carnaval indépendant de la Plaine aussi, avec d'autres collectifs, etc. Et donc on a été comme ça sur quelque chose de très activiste, mais en même temps on ne savait pas exactement qu'on intervenait dans le champ de l'art en espace public et tout ça. On faisait juste ce qu'on avait envie de faire, et de se réapproprier aussi la question de la ville et du droit à la ville, au sens donné par un philosophe qui s'appelle Henri Lefebvre, et qui explique qu'en fait la ville est la production de tous et non pas la production de quelques experts. Et donc pendant ces 15 années, à l'issue de ces 15 années, j'ai atterri à Lieu Public, donc, où là j'ai passé 5 ans dans le lieu public dirigé par Pierre Sauvageau. À l'époque on était à Saint-André. Et là, cette question de la création en espace public m'a été offerte sur un plateau, puisque Lieu Public travaillait beaucoup sur ces sujets-là, la question de la gratuité, comment les artistes font de leur art l'objet, le sujet, le propos de leur création, le décor, etc. J'ai l'impression que le micro marche plus. Vous m'entendez, ça va ? Ouais. Et donc voilà, il y avait beaucoup de réflexions en fait autour de ces questions de création en espace public, et à partir de là, moi j'ai commencé un peu à intellectualiser d'une certaine manière cette question, ces questions-là. Et
Donc j'ai passé 5 ans à Lieu Public sur les années de candidature de Marseille-Provence au titre de capitale européenne de la culture. Et puis jusqu'à ce que Marseille soit nommée donc capitale européenne de la culture, j'ai quitté Lieu Public en 2011. Et donc voilà, on a travaillé sur différentes typologies d'espaces publics, que ce soit à Marseille, dans les quartiers nord, dans la centralité de la ville, mais aussi à l'échelle de la métropole, à Toulon, à Aubagne, à Martigues. Voilà. Et ensuite, et avec énormément de formes artistiques. Moi, c'est vrai que je viens plutôt du spectacle vivant, de la musique au départ, et puis du spectacle vivant ensuite. Mais à Lieu Public, on a commencé aussi, on en parlait tout à l'heure, à faire rentrer justement dans les premières éditions de Small is Beautiful la place des artistes muralistes, graffeurs, street artistes, etc. Et on avait fait notamment programmer Zeus avec un parcours dans le quartier du Panier, etc. Donc voilà, où on faisait rentrer... ça partait des arts de la rue et puis on commençait à rentrer cette nouvelle appellation des arts en espace public pour justement faire croiser des disciplines, sortir un peu des notions de théâtre de rue et faire rentrer justement de l'interdisciplinaire sur une pratique de rue, quoi. Et puis ensuite je suis partie à Marseille-Provence 2013 où là j'ai été à la coordination de la fête d'ouverture du 12 janvier 2013 avec assistante de la direction artistique qui était assurée par Bernard Souroc. Et là, de la même manière, on a encore travaillé cette question de la ville, du récit, de la fabrique d'un récit autour de cette arrivée de capitale européenne de la culture et de la façon dont justement les artistes et les habitants peuvent s'emparer et se réapproprier les espaces urbains pour pouvoir en faire un terrain d'expression, un terrain d'agir, de faire, et de s'approprier tout ça. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi à la production de cette soirée qui a duré une soirée avec il y a 400 000 personnes dans les rues de Marseille, ce qui est gigantesque quand même. Et du coup avec une énorme énergie mise à embarquer avec nous énormément de gens, d'amateurs, d'associations, de structures, etc., avec toutes les disciplines justement des arts vivants qui étaient représentées. Et voilà. Et puis après quoi, j'ai repris mes études. J'en parle parce que ça a vraiment marqué justement mon entrée dans le monde de la recherche. C'est-à-dire que j'ai fait un master, j'ai fait un mémoire de master qui a été repéré par une chercheuse, une directrice de recherche d'Aix-Marseille Université, à l'époque au laboratoire du LAMES, qui s'appelle Sylvia Girel, qui travaille sur plutôt la sociologie de l'art et de la culture dans le sens de la réception, c'est-à-dire la manière dont les publics reçoivent l'art. Et donc, à partir de là, elle m'a embarquée dans ces dynamiques de recherche avec pas mal de projets, en fait, d'évaluation de projets de territoire au long cours. Donc on a passé 2 ans à évaluer un projet notamment qui s'appelle les Ateliers de la Cité, qui était en fait des résidences offertes, enfin des ateliers offerts à des artistes contemporains en tant que résidence de travail, lieu de travail pendant des longues durées, 1 an à 3 ans, dans des rez-de-chaussée d'immeubles de la cité de la Bricarde, dans les quartiers nord de Marseille. Et tout ça donc avec un temps de travail qui était offert aux artistes dans leurs ateliers, donc ils produisaient leurs œuvres, enfin, etc. Mais la contrepartie, c'était qu'ils produisent une œuvre en dialogue avec le territoire, pas les habitants, en dialogue avec le territoire à l'issue de leur résidence. Et donc comme ça se créait petit à petit un musée à ciel ouvert avec un certain nombre d'œuvres d'art installées dans l'espace public de la Bricarde. Et ça a duré en tout 8 ans. Donc nous, on s'est retrouvés à évaluer ce projet sous le prisme sociologique. Et puis après, on a travaillé sur un autre projet qui était mené par le Merlan, donc devenu le ZEF maintenant, qui est la scène nationale de Marseille, qui s'appelait Nos forêts intérieures, où de la même manière, on a étudié, observé, documenté, évalué un projet de 4 ans, plutôt dirigé là au spectacle vivant pour la petite enfance, mais avec beaucoup de création plastique, du collage, beaucoup de collage en fait dans les espaces publics sur la thématique de la forêt.
Et voilà, donc j'ai mené toutes ces activités. Parallèlement, je continuais à faire de la création au long cours avec des résidences d'artistes sur le territoire. Et puis, j'ai fini par quitter Marseille, m'installer à Nantes. Et là, c'est la photo qui est là. J'ai été embarquée à nouveau dans une nouvelle aventure folle. Transfert, qui est un projet... qui est vraiment une aventure d'occupation temporaire d'un terrain de 15 hectares, les anciens abattoirs de Rezé. Ça ne s'invente pas. Je quitte Marseille et ces anciens abattoirs dédiés aux arts de la rue pour aller m'amuser sur les anciens abattoirs de la ville de Rezé. Et donc pendant 5 ans, on a créé une place publique à l'échelle 1 avec des artistes, et on a essayé de voir comment un projet artistique et culturel pouvait influencer un projet urbain, puisque toute notre activité était insérée à une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté, et qui devait donner lieu donc à la naissance d'un quartier entier, d'ailleurs qui est en train de se fabriquer, maintenant qu'on est parti, de 3000 logements, 6000 habitants. Donc c'est énorme, c'est vraiment une petite ville, quoi. 6000 habitants sur ce terrain, et donc que nous, on a occupé comme ça pendant 5 ans à expérimenter cette place publique. Et donc le projet s'est arrêté en fin 2022. Et puis moi, j'ai quitté l'association Pick-up Production quelques mois plus tard. Puis je le dis aussi, Pick-up Production, qui est une association historiquement très ancrée dans le hip-hop, avec justement toutes les disciplines du hip-hop, donc évidemment la musique, le rap, le DJing et la danse, et le graphe et le street art. Et du coup, qui avait organisé beaucoup d'expositions et d'occupation d'espaces publics avec des artistes, des graffeurs, etc. Et à la fin donc après Pick-up Production, je suis partie, je fais mon CV, je suis partie je suis partie nulle part, je suis restée à Nantes. Et j'ai terminé une thèse que j'avais démarrée en cours de route à Transfert, en me servant justement des différents terrains de recherche que j'avais pu explorer, dont le laboratoire que j'avais monté à Transfert. Et donc, j'ai soutenu ma thèse il y a 1 an et demi sur les aventures artistiques et culturelles en milieu urbain, et la manière, en fait, dont ces démarches se réalisent selon une culture professionnelle qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est souvent incompatible avec les cadres de commande dans lesquels ces démarches se réalisent. Les financements, les mécénats, les appels à projets, les feuilles de route, etc., parce que ce sont très souvent, 99% du temps, des projets qui se réalisent en dialogue avec leur contexte de création. Donc ça veut dire au long cours, en faisant rentrer tous les aléas, toutes les spécificités du contexte, etc. Et puis qui laisse une énorme part à l'improvisation, à l'indétermination, et qui ne sont pas dans la capacité de dire au démarrage à quoi ça va ressembler à la fin. Et là, tu parles d'une culture professionnelle, mais il me semble que dans ta trajectoire, tu as parlé beaucoup d'interdisciplinarité et du fait que tu as pu aborder plusieurs champs, à la fois donc ce grand fourre-tout des arts de la rue et cet autre grand fourre-tout de l'art urbain, etc. Est-ce qu'ils forment une seule et même culture professionnelle, ou est-ce que tu as pu, là aussi, repérer des différences, ou est-ce que tout est sous justement ce régime de la spontanéité, du faire, toutes ces... Justement, la spécificité de cette culture professionnelle, c'est d'agir dans l'intermonde. Oui. C'est-à-dire qu'une de ces grandes spécificités, c'est sa capacité à aller dialoguer avec différents mondes professionnels et à créer des projets en interaction avec des urbas, des archis, des aménageurs, des artistes, des acteurs culturels, des institutions publiques, des écoles, des collèges, des lycées, des centres sociaux, des centres d'insertion, des prisons, des endroits de santé mentale, etc. C'est des projets qui se construisent en permanence dans cet intermonde, et c'est précisément sa spécificité à cette culture professionnelle-là, c'est la capacité à s'adapter à son contexte d'action et à être dans un intermonde. D'accord. Est-ce que tu te reconnais, toi, Hichem, dans ces notions d'adaptation, d'intermonde, etc., ou de droit à la vie aussi? Alors, l'intermonde, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, le droit à la ville, je crois que c'est un droit de tout à chacun, en fait. Donc oui, je peux que m'y reconnaître.
mais je pense qu'on n'a pas tous la même vision du droit à la ville et de la manière de s'y intégrer de par des projets ou de par sa volonté personnelle. Je pense que c'est deux axes qui sont pas forcément opposés, mais qui sont pas exactement la même manière d'aborder la chose. Est-ce que j'y vais de moi-même? Est-ce que j'attends d'un projet de m'intégrer dans l'espace? Libre à chacun de trouver sa solution. Et toi, justement, ce que tu as dit d'emblée, ce que tu as dit... Ça marche, ouais. Ce que tu as dit d'emblée, c'est que en fait, tu n'étais pas un artiste professionnel. Enfin, voilà, en tout cas, que tu avais choisi toi. Et tu... En termes rémunérateurs. C'est ça. Mais que c'était aussi un choix. Parce que, effectivement, peut-être qu'il y a 20 ans, la question ne serait pas posée, mais aujourd'hui, elle peut clairement se poser. Tu aurais pu choisir de vivre de ton art et tu as fait le choix de séparer en partie les deux. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi de ne pas vivre de ce que tu fais, que ce soit dans les contextes que tu as présentés ou même de ton travail d'atelier ou de tes dessins, etc., de tout ce que tu fais en amont et après l'intervention en espace urbain? Disons que la logique aurait voulu que je le sois. Parce que j'ai fait... au lycée, j'étais en art appliqué. Dans les études supérieures, j'étais aux Beaux-Arts. Donc, la logique voudrait que je le sois. Et je suis en fait artiste. Mais, comment dire? Là c'est mieux. Plus je règle les graves et puis on est bon. Du coup, comment dire, la vie a fait que, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi des logiques financières très instantanées. Quand on sort d'école d'art, est-ce qu'on a directement un atelier? Est-ce qu'on a de quoi financer un atelier? Est-ce qu'on va toquer à des portes pour avoir des subventions? Est-ce qu'on monte des dossiers? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on a la force, l'épuisement, la capacité, la sueur pour le faire ou pas? Est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit ce modèle-là qu'on développe? Ou est-ce qu'en fait, on se sent plus à l'aise sur un autre modèle? Moi, je sais que j'ai toujours voulu bosser à côté pour ne pas me sentir obligé d'attendre d'une résidence, d'une vente d'œuvres d'art, que sais-je, quoi, pour remplir le frigo, etc. Donc en fait, c'est vrai que j'ai très vite séquencé, en fait, on va dire, ce côté rémunérateur et ce côté art passion, en fait, quoi. Donc, truc très libre, en fait, dans la pratique artistique, qui fait que je pratique, mais je le pratique comme j'en ai envie, au gré de en fait de ce qui se passe dans ma vie, au fait du temps aussi qui m'est disponible au quotidien, ce qui n'empêche pas des projets artistiques. Ce que j'allais te demander, plus, de manière un peu plus institutionnelle ou associative. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? Alors, on viendra après, vous avez travaillé ensemble déjà, ensemble, et ce serait... Via le collectif Modern Jazz, effectivement. Voilà, et on en parlera après, mais avant d'entrer dans cette résidence... Ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets collectifs. Il se passe quasiment tous les ans, depuis que je suis sorti d'école d'art, des choses par-ci, par-là. Ça me laisse relativement le choix, parce que je toque pas trop aux portes, en général. On me sollicite plutôt, ce qui est, on va pas mentir, est plutôt agréable, de se sentir désiré. Mais c'est libre à moi, du coup, d'accepter, de refuser en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mes envies aussi, en fonction du feeling que j'ai avec l'association, le festival qui m'invite, le lieu, etc. Du coup, ça me confère une sorte de liberté de faire, de penser, que j'apprécie finalement, et en termes de temporalité, je me sens pas obligé d'être constamment en train de créer non plus. Si d'un coup je me décide une pause d'un an, je me sens pas mis en pression parce que c'est mon boulot, parce que ça l'est pas. Mais est-ce que pour autant, tu parles beaucoup de liberté, est-ce que dans un contexte comme celui par exemple d'une résidence, d'une sollicitation, est-ce qu'il y a aussi une forme de liberté? Est-ce que tu développes d'autres choses? Qu'est-ce que ça déplace dans ta pratique et qu'est-ce que ça t'apprend aussi potentiellement? Quelle porte ça peut ouvrir? Je pense qu'en fait, ce qui est intéressant dans les cadres de résidence ou de
ça peut être une résidence liée à une édition, ça peut être une résidence de création, ça peut être une exposition, tout un tas de choses très différentes. Là, ce que je trouve intéressant dans ces contextes-là, en général, c'est de se nourrir de ce que ça peut apporter. Je sais que quand on a bossé ensemble, ça faisait écho en fait à des choses. Tout à l'heure, je parlais de boulimie, par exemple, dans le fait d'avoir envie de pratiquer de manière très compulsive, peut-être, soit dans le dessin, soit dans le tag, soit dans le graffiti ou dans le tracé direct, etc. Nous, par exemple, on avait mis un peu l'accent sur le côté édition quand on avait bossé ensemble. C'était en quelle année? Vous pouvez juste rappeler le... Mauvaise mémoire des dates. Je sais pas, je dirais 2018, 19. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. On n'avait pas, pour le coup, été invité dans un contexte de mural, alors qu'on est plutôt connu pour ça dans l'équipe. On avait vraiment axé sur une résidence courte de pratique dessin. Enfin, c'est un peu nous qui l'avons défini en dialogue, en fait. Le but étant d'aboutir à une édition qu'on a voulu dense, pour le coup, qui était, on va dire, format bottin téléphonique pour ceux qui sont pas trop jeunes, du coup. Ce qui nous avait intéressé, c'est que je fais aussi partie d'une association qui a un atelier d'impression artisanale. Et on s'était dit, ben là, c'est des artistes qui ont une pratique du dessin, du tag, de la peinture qui est hyper stimulante, en collectif. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'approches aussi qui se complètent, qui se confrontent. Et donc on leur avait proposé de venir 10 jours, je sais plus, quelque chose comme ça. Moi, j'étais resté un peu moins, mais ouais, c'était à peu près ça aussi. Et l'idée, c'était de se dire, vous avez l'atelier à disposition, il y a de la sérigraphie, riso, d'autres techniques, de la peinture, etc. Et ah non, ça c'est avant. Et donc là, l'idée, c'était pas forcément de faire de la peinture dans l'espace public, c'était de travailler plus les formes, l'édition. Et à cette occasion-là, vous avez quand même fait de la peinture, vous êtes quand même allé taguer aussi en ville, etc. Et on n'a pas pu s'empêcher. Il y a aussi des photos qui sont dans l'édition. Donc là, oui, on voit un peu le format. On a beaucoup joué au ping-pong aussi. Pas mal de ping-pong. Et donc tout ça, c'est imprimé au riso. Et ça fait, je sais plus, 200 pages ou 250 pages, un truc comme ça, l'édition. Ouais, ça fait un bon 4 cm. Ouais. Et donc, comme tu parlais au niveau boulimie, c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on passait, ils produisaient tellement qu'on avait dû leur mettre une autre salle à disposition. Et quand on rentrait dans la salle, il y avait du papier partout. On pouvait plus marcher dans la salle. Et c'était grosse effervescence. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur ce que ça apporte, c'est vrai que par exemple, le fait de discuter avec eux, qui ont des notions d'édition, etc., le fait de choisir d'imprimer ça en riso, c'est des techniques que nous, en interne, auxquelles on n'a pas accès, par exemple. On fait tous de l'édition, pas tous, mais un certain nombre d'entre nous fait de l'édition de manière un peu autonome, comme ça. Mais c'est vrai que c'est vite des éditions de type fanzine qui vont finir dans le copy center du quartier et qui vont être imprimées de manière un peu plus cheap. Là, d'un coup, le fait de collaborer, en fait, que ce soit avec toi, ou je pense avec Édition Comète, qui était anciennement lyonnais, voilà, c'est des gens qui ont un regard, en fait, à chaque fois, sur leur corps de métier à eux. Quand tu travailles avec un éditeur, t'es pas seul dans ton coin, et en fait, ça crée du croisement. De la même manière, tout à l'heure que je parlais de croisement au sein même de sa propre pratique, le fait d'aller de la pratique du tag dans la rue, qui est spontanée, à la pratique de terrain, qui est un peu plus posée, mais en fait, moi, je vois ça toujours de la même manière, en fait. Les choses se croisent et on se nourrit toujours d'une autre chose et on se nourrit des autres. On n'est pas seul, isolé dans notre coin, que ce soit dans le graphe via les copains, que ce soit dans le milieu de l'art ou de l'édition, dans des contextes un peu plus institutionnels par les collaborateurs. Je pense à toi, je pense à d'autres. Ça peut être aussi Palma Festival à Caen, des genres de choses qui créent du contexte, crée la relation humaine et en fait qui nous nourrit dans les interactions en fait, et qui aboutissent à des projets qui sont du coup plus étoffés aussi. C'est à ça que ça sert. Et qui permettent aussi de déplier peut-être de plein de manières différentes ces pratiques.
tu dis vous êtes allé à Besançon, vous n'avez pas pu vous empêcher de faire des tags dans les rues, et pour autant, donc dans un contexte qui est très, qui est gentiment, non mais bien sûr, évidemment, mais et toi tu t'es dit, vous vous êtes dit, c'est peut-être l'édition qui est la mieux à même finalement de rendre compte peut-être de ce type d'expérience. En tout cas, c'est peut-être pas un mural. C'est-à-dire que est-ce que justement ce type de collaboration, ça permet aussi de poser la question de comment on présente des pratiques qui ne sont pas forcément au départ faites pour être institutionnalisées ou qui ne sont pas forcément nécessairement faites pour se couler dans le cadre d'un festival, etc. Vu que dans les pratiques qui nous intéressent, il y a beaucoup de choses qui sont non autorisées, c'est vrai que parfois ça n'a vraiment pas de sens de mimer une pratique non autorisée et de l'amener dans un endroit autorisé et de faire semblant de faire du graffiti vandal sur un mur de 100 mètres carrés. Donc c'est plutôt, si on veut vraiment travailler avec ces artistes, trouver les formes qui nous permettent de les aider à expérimenter, à développer des nouvelles choses, et en même temps, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment ça rencontre un public et comment on fait connaître ce travail-là plus largement. C'est quand même assez rare qu'on fasse ce genre de choses, mais là, c'est quelque chose qu'on veut aussi développer, d'accueillir des artistes qui vont mettre comme là c'est un bon exemple, en exposition ou en édition, des pratiques qui ont été faites non autorisées, mais qui méritent une autre manière d'être vues que in situ, donc par la photo, par la vidéo, l'édition, etc. Donc c'est pas vraiment le cœur de ce qu'on fait, mais quand on peut le faire, c'est intéressant, oui. Disons que moi je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, l'édition ou l'exposition, pour montrer ce genre de choses, parce que comme tu dis, reproduire quelque chose qui n'est pas dans son contexte n'a pas forcément beaucoup de sens. Ce qui appartient à la rue, et c'est vrai que des fois décaler, ça fait un peu forceur, quoi. Et alors que là, d'un coup, en fait, c'est je trouve une des manières les plus honnêtes, en fait, quelque part, de présenter des choses qui n'auraient pas forcément lieu d'être sur un mural municipal, quoi, on va dire. Et il vous est arrivé aussi à Bien Urbain de jouer justement avec ces autorisations. En tant que festival, vous êtes obligé de suivre certaines routines professionnelles, justement, qui vont du dépôt de dossier de demande de subvention à la négociation pour utiliser tel espace, tel mur, etc. Est-ce que j'imagine qu'il vous est arrivé plein de fois de prendre des libertés aussi avec ces règles-là et ce régime de contraintes? Oui, peut-être ce qui... encore une fois, vu que c'est ce qui nous intéresse chez les artistes, c'est leur manière d'avoir le droit à la ville et de s'approprier la possibilité de faire des choses dans la ville. Quand on les invite pour le festival, il y a certains artistes où on n'a aucune idée de ce qu'ils vont faire, et c'est pas toujours possible de prévoir très en amont. Et parfois, même quand on le sait en amont, c'est pas possible d'avoir des autorisations parce que c'est trop compliqué. Par exemple... on voyait là les phrases qui étaient gravées, j'aurais aimé être un artiste mais jamais c'est le moment, ou ce genre de choses. L'artiste savait ce qu'il voulait faire, les deux artistes, mais avoir les autorisations pour démonter 80 morceaux de ville, donc ça va être un morceau de banc, ça va être une porte de cabine téléphonique, une boîte aux lettres, etc. On ne pourrait pas avoir les autorisations. Donc quand c'est comme ça, on va plutôt suivre la logique de l'artiste, c'est de le faire sans autorisation et voir ce que ça produit. Et il y a énormément de latitude, je pense, entre faire quelque chose non autorisé et avoir un problème avec, et demander une autorisation. C'est-à-dire qu'il y a... En fait, 80% des projets qu'on a fait sans autorisation, il n'y a eu aucun problème. On les met en photo dans nos bilans qu'on envoie à la ville, et il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, on s'interdit beaucoup de choses, on s'autocensure énormément. Sous prétexte qu'on a une subvention, il faudrait absolument tout faire dans les règles, alors que je ne pense pas que ce soit le cas. Tant que ce n'est pas dangereux, tant que ça ne nuit pas à des personnes, à des groupes, etc. Et que c'est fait avec respect, entre guillemets, et sincérité. Donc, je crois qu'il y a quelques photos d'exemples, si jamais, mais ça va être compliqué avec la peinture. Ça, c'est vrai qu'on a... non, je crois que c'est avant. Je ne suis pas très sûr. Ouais, c'est ça. Ça, encore avant. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Et ça, c'est Jordan Sven. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Non, c'est... Ouais.
Ça, Anaïs Florin aussi. En fait, la plupart des photos que j'ai montrées tout à l'heure ont été faites sans autorisation, notamment avec la publicité, par exemple. Mais ça, j'en parlais un peu dans le film. Je veux pas trop être redondant, mais la publicité dans la ville, pour moi, c'est pas quelque chose d'honnête et de respectueux. Donc, on n'a pas trop de mal à enlever les publicités pour y mettre des interventions artistiques à la place. Et parfois, ça a causé des problèmes avec la ville, mais jamais sérieux. Là, c'est Jordan Seller, donc c'est un Américain qui fait son travail artistique, il est basé uniquement contre la publicité. Donc quand on l'invite, on ne va pas faire autre chose, on ne va pas demander l'autorisation de mettre des œuvres à la place des publicités, parce qu'on les aura pas, les autorisations. Donc on l'a fait sans autorisation, et ça n'a pas posé de problème. Et les photos d'avant, je crois, ouais. Et on a même organisé un atelier avec des habitants avec qui le souhaitaient pour comprendre sa démarche et puis imaginer qu'est-ce qu'on pourrait mettre en tant que citoyen à la place des publicités. Donc là, c'est des habitants de Besançon qui ont fait leurs propres images et qui les ont placées. Donc là, on les voit, ils se sont baladés à une quinzaine pour enlever les publicités et mettre des choses à la place. Et en fait... c'est faisable, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire et que ça pose vraiment pas de soucis. De toute façon, JCDecaux, c'est pas 15 faces publicitaires enlevées qui vont nuire à leur chiffre d'affaires. Et après, le risque, c'est que JCDecaux porte plainte et qu'on ait ensuite des ennuis, mais au pire, c'est une amende. Quand payer une amende avec une subvention publique, c'est peut-être un peu délicat, mais on n'a jamais eu l'occasion d'arriver jusque-là. Et ça, c'est une sculpture de Hox, c'est des cartons peints. Et pareil, alors mais c'est très léger, c'est pas autorisé, mais c'est rien, quoi. Pareil pour les publicités, c'est du papier dans un abribus, et là, c'est juste du carton qui est installé là et qui a été enlevé. Ensuite, on ne sait pas qui l'a enlevé. C'est ça aussi qui est intéressant. Et peut-être l'image d'après, c'est avec The Wa qui est ici. Et c'est pareil, on ne va pas demander à la régie publicitaire. Enfin, en tout cas, on a pris le choix de ne pas demander pour installer cette sculpture de déchets qui sort du panneau publicitaire. Mais par contre, elle a disparu en 24 heures, 48 heures. Ouais. Et on ne sait pas comment elle a disparu. Pourtant, nous, on a galéré pour l'installer. Hein. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs histoires dans l'histoire, mais il faut qu'on en reparle après. Mais... Ouais. Mais... voilà, en tout cas, c'est vrai que vu qu'on invite des artistes qui font beaucoup de choses non autorisées, parfois on est amené à le faire aussi. Mais c'est juste, c'est juste parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on fait quoi que ce soit dans la ville, on doit demander un accord au-dessus, mais en fait, déjà, il y a plein de fois où on ne sait pas nous répondre. On demande une autorisation et personne ne sait qui doit donner l'autorisation. Et donc, à partir de là, on voit que ça crée de la latitude. Mais voilà, la peinture dans la ville, c'est un autre truc parce que ça s'attaque à la propriété. Et là, les gens rigolent beaucoup moins avec la propriété. Là, on touche la propriété de personne. Oui, sachant que les publicitaires, ils sont un peu appropriés l'espace public aussi à leur manière. Ouais. C'est juste qu'ils mettent des billets. C'est ça, ouais. L'histoire de Decaux, c'est un deal où Decaux propose aux villes de leur faire des abribus gratuitement et en échange, ils peuvent inonder la ville de publicité. Et toutes les villes ont dit oui. Donc ça, démocratiquement parlant, c'est quand même un vrai sujet. Oui, jusqu'à remplacer les vieux abribus en bois par des abribus en verre, même quand on est plein cagnard. Yep. Ce qui est logique pour une pub. Ok, et du coup, comment tu expliques, parce que vous êtes soutenu par la ville, par l'intercommunalité, vous êtes beaucoup soutenu. Qu'est-ce que les élus, on va revenir après à toi et justement à ces questions de culture professionnelle, comment se passe le dialogue avec les élus et d'après toi, qu'est-ce qu'ils attendent de Bien Urbain, pourquoi ils soutiennent Bien Urbain, qu'est-ce qui, dans le fait de solliciter des artistes dans l'espace public peut leur sembler, qu'est-ce qui coïncide avec leur propre agenda politique dans ce que vous faites d'après toi?
Ça va beaucoup dépendre des élus, des partenaires quand même. La DRAC, par exemple, ce qui va l'intéresser, donc la DRAC, c'est le ministère de la Culture en région. Ce qui va intéresser la DRAC, c'est qu'on fait travailler beaucoup d'artistes différents, des arts visuels qui sont souvent les moins aidés, en fait, les arts visuels dans la culture. Et qu'on les fait travailler dans l'espace public, et ce côté contextuel qui amène du sens et un côté très in situ à la production. Donc la DRAC, ça va vraiment être des critères artistiques. Pour le festival, là je parle, parce qu'il y a d'autres projets. La ville, ça va être... il y a ça aussi quand même. Enfin, vraiment, au départ, on est aidé par la culture, on n'est pas aidé par, je sais pas, le tourisme ou la communication. Ouais. C'est quand même vraiment la culture qui nous finance. Et en même temps, on sait que pour certains élus, il y a aussi une question de comment ça rend la ville vivante ou comment ça rend la ville aussi visible, etc. Donc les premières années, je pense qu'on a bénéficié quand même du fait que quand on a fait des œuvres, dont des peintures murales, ça créait quelque chose dans la ville qui faisait que les gens en parlaient beaucoup. Nous, ça a rarement été le tourisme, etc. C'est quand même pas une ville qui marchait tant que ça par le tourisme. Mais jolie pourtant. Oui, c'est une très jolie ville. Non, je pense que c'est vraiment que pour une fois, il y avait un projet artistique dans l'espace public où les gens venaient en parler à leurs élus, en fait, en leur disant mais vous avez vu ça à tel endroit, etc. Parce que la première année, on a été très peu soutenus. Mais aussi parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on organisait, donc on ne savait pas l'expliquer. Et la deuxième année, on a commencé à être assez bien soutenus, mais on a vraiment vu la différence quand les élus ils nous parlaient du projet parce que des gens leur en avaient parlé. Donc ça avait créé quelque chose dans la ville. Et je pense que c'est pour ça, parce que ça vient un peu bouger les lignes avec une dimension qui est... Enfin là, on parle de autorisé ou pas, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de générosité en fait et d'interaction. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est quelque part que ça soit illégal, on s'en fout un peu. Nous, c'est plutôt qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça crée comme décalage, comme interaction, comme rencontre, ouais. etc. Ok. Fanny, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Je m'endormais. Alors toi, c'est faux. C'est chiant. Non, pas du tout. Non, c'est hyper intéressant. C'est intéressant, non? Et toi aussi, donc, est-ce que tu peux... J'aimerais bien qu'on revienne surtout sur le cas de transfert qui est hyper intéressant et qui n'est pas forcément toujours une histoire drôle, qui a pu avoir une fin un peu triste, mais là aussi, il y a une vraie rencontre avec des élus, en l'occurrence plutôt avec à la fois un aménageur et puis la métropole de Nantes, pour créer, en fait l'idée c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est de préfigurer, même de créer de l'espace public, de préparer cet espace public. Est-ce que tu peux raconter cette expérience et dire comment deux visions de culture professionnelle se sont d'abord accordées, rencontrées, et puis comment petit à petit elles se sont désaccordées? Oui, juste avant de répondre à ça, je voudrais revenir sur cette notion d'espace public, qui est un terme qu'on emploie beaucoup et qui n'a pas la même signification selon qu'on l'emploie au singulier ou au pluriel. Et juste revenir là-dessus. L'espace public au singulier, c'est l'espace politique, c'est-à-dire l'endroit, c'est Jürgen Habermas, qui est un philosophe allemand, qui avait décrit l'espace public comme étant le lieu où des personnes privées font usage de leur raisonnement publiquement. Et donc c'est vraiment un espace politique, un espace d'expression, un espace de parole. Et les espaces publics au pluriel, c'est l'espace physique, c'est les rues, les places, les avenues, les boulevards, etc. Et je trouve ça intéressant que, voilà, selon que ce soit singulier, pluriel, il y a cet espace physique et cet espace politique qui sont contenus dans une même appellation. Voilà, je voulais juste remettre ça au milieu, d'autant plus que les espaces publics sont de plus en plus privatisés, réglementés, empêchés d'agir, de moins en moins publics finalement. Et on voit même au moment du Covid, où on a été interdit d'espace public pendant des semaines et des semaines, y compris les plages, où on n'avait pas le droit de s'asseoir sur une plage, il fallait marcher sur la plage, c'était n'importe quoi. Bref, et donc, et voilà. Et aujourd'hui, l'espace public est en train aussi d'être extrêmement malmené.
par la bataille culturelle, comme disent certains, qui est en cours aujourd'hui et contre laquelle il faut absolument se battre. Et merci les artistes et ceux qui prennent la parole dans l'espace public et dans les espaces publics pour contrer et lutter contre tout ça. Donc voilà, ceci étant posé. Transfert, oui, c'est une histoire en fait où on a essayé justement de faire, d'avoir une influence sur le devenir de la ville, la façon dont la ville se fabrique, dont elle se conçoit, dont elle se construit. Et l'aventure de Transfert, elle est née de plusieurs expositions qu'avait fait donc l'association Pick-up Production depuis les années 2011-2012. Il y avait eu Histoire d'un mur, puis Villa Ocupada, qui était donc une occupation temporaire de 2 mois de l'ancienne mutualité de la ville de Nantes. Donc un grand bâtiment qui avait été intégralement repeint, recouvert, investi, réinstallé par des artistes venus du continent sud-américain. Et qui était une commande du Voyage à Nantes. Alors le Voyage à Nantes, c'est une institution publique donc qui dépend de la culture et du tourisme, qui a pour but de faire de l'attractivité sur la métropole nantaise et qui organise tous les ans à Nantes un parcours d'œuvres d'art contemporain. Donc là, on est vraiment dans le champ de l'art contemporain et donc Jean Blaise, qui était le directeur du Voyage à Nantes, avait commandé à Pick-up Production une exposition de graphes et de muralisme. Voilà. Et donc c'était Villa Ocupada. Ensuite, il y a eu plusieurs... donc chaque année, il y a eu des occupations de lieux comme ça, à l'abandon, en devenir, en attente. Donc il y a eu Asie Rider avec le continent asiatique, il y a eu Graphicama Service Peinture avec continent africain, et puis ensuite une autre expo dans l'ancien greffe de la prison de Nantes, qui s'appelait Entrée libre, Entrée EZ, Entrée libre, et donc qui parlait justement de la question de l'empêchement des corps, etc. Voilà. Et ces expos, elles occupaient un espace vacant pendant 2 mois dans le cadre du Voyage à Nantes. Et puis, une fois que le Voyage à Nantes était terminé, hop, on rendait les clés du bâtiment ou du lieu qui avait été investi. Et puis, en fait, les équipes de pick-up se rendaient compte que finalement, tout ça, c'était de la déco. Pardon de le dire comme ça, mais voilà, c'était de la déco. Alors, c'était très beau, les expos étaient hyper belles, artistiquement, ça déboîtait de ouf. Mais par contre, sur l'impact dans la ville, dans l'espace public, dans les espaces publics, sur la façon dont le devenir de ces bâtiments était impacté par la présence des artistes, il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait aucune suite, etc. Ça ne permettait pas de valoriser les transformations de ces bâtiments, ou peut-être même dans une perspective purement financière? Oui, alors ça, c'est une autre question. C'est la question de l'instrumentalisation. C'est pas des questions qui sont posées dans le cadre de ce qu'on appelle l'urbanisme dit transitoire, c'est-à-dire comment on occupe des espaces justement en transformation, un ancien abattoir, une ancienne usine, etc. Et comment on les revalorise en attente, comment on les occupe en attente de leur valorisation. On recrée du foncier, en fait. C'est ça. On revalorise du foncier. Exactement. et ensuite on vend à prix fort. Mais on peut en parler peut-être après. Je finis l'histoire de Transfert, parce que là il y a deux choses qui rentrent. C'était une parenthèse. Mais intéressante. Et du coup, voilà, et au bout donc à la fin d'Entrée libre, les équipes de Pick-up se sont dit ok, c'est super, toutes ces expos, ça valorise énormément les artistes. Ça crée de la visibilité, ça raconte quelque chose, c'est militant, machin, etc. Mais il y a cette histoire de lien à la fabrique de la ville qui était quand même hyper frustrante. Et donc, à partir de là, ils se sont dit, il faudrait qu'on trouve un espace à occuper plus longtemps pour voir comment, justement, la présence d'un projet artistique et culturel peut influencer un projet urbain ou la fabrique de la ville. Et donc là, il y a eu un alignement de planètes, on va dire, puisqu'il s'avère que le Nantes Métropole cherchait une occupation pour ce fameux terrain des anciens abattoirs de la ville de Rezé, qu'elle avait sollicité le Voyage à Nantes en disant voilà, on a cet immense espace, qu'est-ce qu'on fait? Que Jean Blaise a dit oulala, c'est beaucoup trop grand, c'est pas à Nantes, c'est à Rezé.
etc. Moi, je sais pas trop. Enfin voilà, il n'avait pas envie en fait. Il n'avait pas d'envie par rapport à ce lieu. Et il a dit, bah voyez les équipes de Pick-up Production. Et comme à Pick-up, ils ont le goût du défi et envie de s'approprier les espaces publics et l'amour de l'improvisation en bons hip-hoppers qu'ils sont, ils ont dit, bah allez feu, on imagine un projet sur ce territoire-là. Et du coup, les premières visites, c'était vraiment un terrain vague de 15 hectares, c'est-à-dire que les anciens abattoirs avaient été démolis. Et donc concassé et recouvert, donc tout le broyat des bâtiments recouvrait de 40 cm les 15 hectares de ce lieu, donc ce qui lui donnait une espèce d'imagerie de désert complètement, enfin voilà, un peu fin du monde quoi. Et donc là il y a un récit qui est né. Qui a dit en gros, on s'imagine des pionniers, des nomades qui errent dans le désert et qui finissent par trouver une source d'eau au milieu du désert et qui construisent la cité de leurs rêves. Et donc c'est de ça qu'est né Transfert, c'est de ce récit-là. Et en fait c'est ce récit qui a perduré pendant les 5 ans et qui a fait que voilà, on a créé cette place publique. On a fait vivre cet espace. Alors la première année, c'était un peu l'effet waouh parce que la scénographie était assez folle, avec des containers à la verticale. On avait ramené un bateau, un ancien remorqueur au milieu du terrain, etc. On avait retravaillé tout ça avec énormément d'artistes, plasticiens, graffeurs, et puis aussi beaucoup de spectacles vivants. Et puis petit à petit, on a fait rentrer des résidences d'artistes, pas mal d'activités de personnes qui venaient là toute l'année travailler avec nous, mais qui n'avaient pas forcément à voir avec l'art ou la culture d'ailleurs. Il y avait des réparateurs de vélos, des gens qui transformaient des containers, etc. Enfin voilà. Et puis tout ça en se disant, en se posant plein de questions sur c'est quoi un espace public, comment on fait en sorte qu'il nous ressemble, comment on fait en sorte qu'il crée de l'interaction sociale, comment on fait en sorte qu'il crée des ambiances particulières parce qu'il est investi par des artistes et que du coup ça crée des ambiances particulières dans la ville, sachant que, pardon, j'emploie un terme d'architecture et d'urbanisme, une ambiance, c'est en fait le cumul de ce que dégage, c'est l'atmosphère d'un lieu en fait, une ambiance. Donc c'est ses caractéristiques physiques, les volumes, les surfaces, etc. Mais aussi en termes sensoriels, ce que ça dégage, et puis aussi en termes d'affect. C'est-à-dire comment on y est attaché ou pas, comment on trouve ça agréable ou désagréable, etc. Donc donc cette question de savoir la manière dont les artistes, quand ils s'emparent des espaces publics, ils créent des ambiances urbaines qui vont laisser des traces très fortes la plupart du temps dans comment dire, l'imaginaire collectif, dans la mémoire collective. Voilà, je sais pas si vous étiez par exemple sur je sais pas pourquoi je pense à ça, la transhumance pendant Marseille-Provence 2013, ça a laissé des images hyper fortes en fait à certaines personnes, l'arrivée de ces moutons là dans la ville, des chevaux, etc. C'était complètement fou. Et voilà, ça crée, même si c'est complètement éphémère, ça crée un imaginaire collectif hyper puissant. Et du coup, on a travaillé sur cette question d'espace artistique investi, pardon, je m'embrouille dans mes mots, d'espace investi par des artistes. On a travaillé sur les interrelations sociales au sein d'un espace public, sur la fabrique des récits, sur la façon dont on fait une place publique, même tout simplement. Est-ce qu'elle est ronde, carrée, est-ce qu'il y a des hauteurs, c'est quoi sa profondeur, etc. Et donc on a essayé de mettre tout ça au travail en se disant, nous après tout, droit à la ville. Pourquoi est-ce que nous, à l'échelle 1, on ne pourrait pas se dire c'est quoi l'espace public de nos rêves, quoi. Donc voilà, on a travaillé ça pendant plusieurs années. Et il s'y passait quoi? Des concerts, des soirées? Il pouvait s'y passer plein de choses. Ouais, il y avait énormément d'activités. Ouais, il y avait de la flânerie aussi. Oui. Les gens venaient juste pour visiter ce lieu qui était quand même un peu hors de tout, quoi. Et puis il y avait des bars, donc des terrasses, des grandes terrasses de bars. On pouvait manger, on pouvait voir des concerts. Et puis participer à tout un tas d'activités parce qu'il y avait il y avait tout un espace qui était des aires de jeu, terrain de boules, il y avait un terrain de parcours,
Il y avait des espaces de pratique libre aussi pour le graphe, pour diverses activités. Et puis, on a laissé des espaces complètement, où on n'a pas donné d'usage, en se disant justement, ce qui est bien aussi dans les espaces publics, c'est de laisser des lieux qui n'ont pas d'usage, et que les usages se font en fonction de les gens qui sont là au moment, à l'instant T, puis ils en font ce qu'ils veulent de cet espace-là. Et puis après, on avait aussi des activités, je sais pas, de brasserie de bière, des cours de couture, plein de trucs. Et donc tout ça en dialogue les premières années, pour revenir à ta question de départ, avec le projet urbain. Et donc on échangeait beaucoup avec l'aménageur sur toutes les questions que ça nous posait, nous, par exemple sur la thématique entre autres de l'hospitalité, c'est-à-dire comment on rend un espace public hospitalier. Et donc ce futur quartier, est-ce qu'il serait conçu de sorte à être hospitalier? Puis on a commencé à poser des questions qui fâchaient un peu, du style, en fait, vous faites quoi? Des dealers du bad qui font parce qu'il y a pas mal de problématiques de deal aussi à Nantes. Vous faites quoi? Des migrants qui s'installent avec leurs tentes et tout. Si jamais dans le futur quartier il y a des gens qui s'installent sur les pelouses, comment vous abordez ces questions? Donc, parce que la ville, c'est pas juste, la fabrique de la ville, c'est pas juste de se dire il va y avoir des bobos qui vont s'installer, ça va être super, tout le monde va s'adorer et c'est super facile, et où sur les photos du futur quartier on ne voit que des couples blancs hétérosexuels avec des âges moyens, etc. On est dans des caricatures totales de la ville en fait. Et nous, on est revenu ramener ou dans un fantasme d'aménageur, exactement, promoteur. Ouais. Et du coup, on est venu ramener aussi toute l'aspérité, les trucs qui puent, les trucs qui sont moches, les trucs qui peuvent être mal vécus par certains, les faiseurs de la ville. Et du coup, des fois, on est rentré un peu en friction sur certains sujets comme ça avec l'aménageur, les urbanistes et tout. Et puis en fait, mais c'était bien, c'était productif, c'était de la vraie controverse en fait. Donc c'était du conflit positif, quoi, où on ramenait des vraies questions qui les intéressaient beaucoup. Et puis après, il y a eu le Covid, il y a eu les élections municipales, et puis changement de municipalité de la ville de Rezé. Nantes Métropole est restée sous la gouvernance entre guillemets de Johanna Roland, donc là il y avait pas, même si certains élus avaient bougé, mais grosso modo ça n'avait pas trop bougé. Mais par contre la ville de Rezé avait changé de municipalité, et puis il y a eu un moratoire sur les projets urbains par la nouvelle municipalité de la ville de Rezé. Un moratoire, ça veut dire on bloque tout. On rediscute des projets, et puis on voit à la fin de la discussion si on continue à les mener, si on les modifie, Donc il y a eu un moratoire sur le projet de la ZAC, la zone d'aménagement concerté, et à l'issue du moratoire, en fait nous on s'était pas rendu compte qu'il y avait justement toutes ces discussions en parallèle de ce qu'on était en train de faire. Il y a d'autres instances de gouvernance qui sont montées en dehors de notre giron à nous, et ce qui fait qu'à la sortie du moratoire, on s'est rendu compte que le projet culturel avait complètement disparu du projet urbain, et que les enjeux, alors économiques bien sûr, mais aussi il y avait des gros enjeux écologiques, puisque les Urbains avaient lancé un projet qui est super bien, de ville nature, donc de enlever la voiture d'un quartier. Comment on fait pour enlever la voiture? Comment on fait pour amener des arbres? Comment on fait pour décarboner tout le fonctionnement d'un quartier entier, etc. Donc des super thématiques en fait, mais il y avait tellement d'enjeux à leurs yeux que le projet artistique, ciao quoi. Et du coup, nous, on s'est retrouvés en sortie du moratoire, donc c'était en septembre 2021, donc il nous restait encore 1 an et demi, puisque le projet s'était fléché qui devait durer 5 ans, ça, depuis le début on le savait. Et on a essayé de travailler la suite de transfert, son devenir, les traces, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, comment cet état d'esprit dans lequel on avait travaillé pendant plusieurs années pouvait infuser dans le futur quartier. Est-ce qu'il y avait des traces matérielles, immatérielles, est-ce qu'il gardait certains éléments, etc.
Et puis, in fine, il s'est pas gardé grand-chose. Nantes Métropole a récupéré pas mal de choses, donc qui vont très certainement atterrir à Nantes, mais pas dans ce quartier de Rezé là. Et voilà, l'atterrissage de transfert, sur le coup, ça a été assez dur pour nous parce que sur le site des anciens abattoirs, donc il n'y aura pas de traces de tout ce qu'on a fait. Même à un moment, on avait dit on travaillerait ensemble les noms des rues avec les habitants, etc. Puis bon, même ça a été, ça n'aura pas lieu. Mais par contre, Nantes Métropole a récupéré pas mal de choses et qui vont atterrir, être disséminées dans des espaces à Nantes. Et en fait, on a quand même réussi à démanteler le site en faisant 80% de réemploi. Donc pas de recyclage, de réemploi, c'est-à-dire que nos containers, le toboggan en forme de crâne de vache et tout ce qu'on avait a atterri dans plein d'endroits de Nantes, mais même à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Et donc voilà, on était quand même assez contents, et le remorqueur a finalement été racheté par Nantes Métropole comme objet patrimonial. Donc voilà, on a quand même réussi à ne pas faire un truc dégueulasse à la fin et à tout brûler, quoi. Mais en tout cas, c'est un projet qui dans son évolution, montre un peu la fragilité aussi de ces accordements entre différentes cultures professionnelles, etc. Toi, David, à Bien Urbain, est-ce que tu peux donner des exemples aussi de ces fragilités? Alors peut-être pas forcément avec les élus, vous avez pu avoir aussi des déboires avec certains habitants lors de la réception de certaines œuvres. Est-ce que tu peux en dire un mot? Et puis on s'approchera ensuite d'une conclusion rapide, ne vous inquiétez pas, et puis vous pourrez comme ça poser à votre tour des questions et puis intervenir. Oui, mais bien sûr que ça arrive que les œuvres ne plaisent pas à tout le monde, et c'est normal, même dans les musées ou les expositions d'art contemporain où tout est fait par des spécialistes pour des publics plutôt spécialisés. Il y a quand même plein de fois où les gens n'aiment pas les expositions, donc il n'y a aucune raison que dans l'espace public ça plaise à tout le monde, mais parfois c'est plus gênant que d'autres parce qu'on intervient aussi sur le quotidien des gens, c'est-à-dire qu'une peinture murale dans un quartier, les gens ils la voient tout le temps, donc s'ils l'aiment plus ou moins, c'est pas forcément grave, mais si elle vient les déranger intimement, ça devient un autre sujet. Tu parlais d'une œuvre qui avait été censurée tout à l'heure. Ouais, alors l'œuvre qui a été censurée, qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment un contexte hyper spécifique. C'était en 2015, où, si on se souvient un peu collectivement, après les attentats de Charlie Hebdo, tout le monde était dans la rue pour défendre la liberté d'expression. Mais après les attentats du Bataclan, on pouvait vraiment plus rien dire, mais pas en mode Pascal Praud qui dit qu'on peut plus rien dire. Vraiment, ça devenait vraiment dur de créer du dialogue dans l'espace public ou dans les espaces publics. Et donc oui, la peinture qui a été censurée, c'est parce que des gens y ont vu une image qui pouvait évoquer le niqab, et donc le niqab sur un mur, c'est c'est celle qui est tout au début. Parce que celle-là aussi. Mais voilà. Et donc ça a été censuré là par les élus, donc c'est pas tant par les habitants là le désaccord. Ouais. C'était plutôt le bailleur social. Et là. Attends, elle est là. Voilà. Ouais. En fait, le fantôme en haut, certaines personnes y ont vu un niqab, mais après les attentats, c'est-à-dire que avant il y avait aucun sujet, puis personne parlait. Enfin, l'artiste il est espagnol. Quand on lui a dit que son œuvre était effacée parce qu'il y avait des gens qui avaient vu un niqab sur il savait même pas ce que c'était. Enfin, en Espagne c'est pas un sujet le voile et tout ça, donc il a complètement halluciné. Et bon, quand on voit l'image après, voilà. Je dis pas que l'interprétation elle était mauvaise, mais au contraire quand il y a eu quelques personnes qui nous ont parlé de cette interprétation, et du coup on a pu discuter de tout ça, et c'était très simple. On parlait de ce qu'ils voyaient, de ce que l'artiste avait voulu faire, de ce que d'autres personnes voyaient qui venaient se greffer à la discussion, et c'était une discussion, c'était fait en bonne intelligence. Mais voilà, quand c'est passé par le directeur des HLM à cet endroit-là, là il n'y a pas eu de discussion, parce qu'il nous a dit il faut effacer. On lui a dit mais non, on n'effacera pas. Par contre on peut discuter, on peut venir, je sais pas,
pendant 15 jours, essayer de rencontrer les habitants, venir à la sortie des écoles, discuter avec les gens pour voir ce que les gens pensent vraiment de cette œuvre. Parce qu'en fait, pour moi, c'était 3-4 personnes qui sont un peu excitées là-dessus. Et il n'a pas donné suite à cette proposition de discussion, médiation. Et un jour, un de nos bénévoles nous appelle et ils étaient en train d'effacer le mur. Donc oui, ça, c'était un vrai désaccord. Ouais. Et avec les habitants, là, c'était un autre délire. Donc c'était après 2015 aussi. Enfin, c'était en 2015 aussi. Et c'est un artiste tchèque qui, justement, a voulu travailler de manière un peu contextuelle, mais aussi conceptuelle, sur le rapport au terrorisme, à l'art, au vivre ensemble. Et il a voulu faire une peinture qui est faite avec des outils... des pistolets de peinture, donc avec une esthétique, là on les voit où ils sont masqués, je crois que sur l'image d'après peut-être on voit, ouais on les voit en bas, voilà pardon, là en bas, ils sont en train de tirer avec donc c'est des espèces des méga pistolets à peinture pour faire la peinture murale. Et l'idée c'était au lieu d'utiliser les armes pour tuer des gens, on utilise des armes pour faire une peinture. C'était un peu ça l'idée de base. Et ça faisait à la fin une peinture très colorée, un peu un Pollock, on va dire, de très loin, mais sur ce mur. Sauf qu'en fait, ce dont on ne s'était pas rendu compte, parce qu'on avait parlé avec certains voisins avant, on avait mis des affiches pour dire qu'il y aurait une peinture, etc. Mais en fait, très rapidement, là, on a eu des retours d'habitants qui nous disaient mais dans le quartier où j'habitais avant, vous avez fait des belles peintures, et là, vous venez balancer des seaux de peinture sur notre mur. On comprend pas quoi. C'est quoi votre délire? Et il y avait, en fait, il y a un problème dans ce quartier, comme dans pas mal de quartiers pauvres, c'est qu'il y a un problème avec les déchets, c'est-à-dire qu'il y a des déchets un peu partout. C'est pas bien géré. Il y a plein de cultures différentes et du coup, la gestion des déchets suivant les cultures est pas la même, le rapport à la propreté est pas la même, etc. Et donc pour eux, on était venu faire une peinture qui parlait de ça en fait. On était venu crader un mur dans un quartier crade. Et là, pour le coup, c'était vraiment présent chez pas mal d'habitants. Et ça devenait un vrai sujet qui posait question. En plus de ça, on a cette peinture, par le mode d'exécution, c'est hyper rapide. Il suffit de 50 coups de pistolet et c'est réglé. Donc la peinture, elle s'est faite en une demi-journée. Là où d'habitude, quand on peint un mur, on reste minimum 4 jours jusqu'à 2 semaines. Ce qui fait que les gens ont le temps de voir l'artiste travailler, il y a des discussions, etc., avec les bénévoles qui sont autour. Donc là, il y avait ce côté soudain et ce côté un peu trash, plus une femme qui habite en face et qui est vraiment venue nous voir le soir même en pleurs parce qu'on lui avait gâché son panorama depuis son salon. Et en fait... pour être honnête, au début, on en rigolait un peu. On se disait, voilà, c'est une peinture. Elle a une vue assez dégagée. Il y a ça au milieu, sauf qu'en fait, c'était méga intime. Et si on ajoute toutes ces subjectivités-là, c'était lourd pour tout le monde, en fait, pour les gens qui habitaient là-bas. Et l'artiste était déjà reparti à Prague. Nous, on n'habite pas dans le même quartier. Et là, ça posait vraiment de sérieuses questions. Et donc, on a mis du temps, mais on a discuté avec l'artiste, qui était OK comme nous en fait pour se dire c'était très maladroit, voilà, c'était pas une bonne idée de le faire de cette manière-là à cet endroit-là, et en plus artistiquement c'était surtout une performance en fait. L'idée que la peinture elle reste, c'était pas forcément un sujet, donc en fait c'était OK d'effacer cette peinture en proposant autre chose, parce qu'aussi effacer une peinture, juste l'effacer, ça veut dire quelque chose aussi du rapport à l'art, donc on s'est plutôt mis en recherche de créer une autre œuvre à cet endroit-là. Et là, on avait fait intervenir Yuro, donc une artiste muraliste malheureusement décédée depuis, qui était, selon moi, une des plus grandes muralistes au monde et qui a fait cette œuvre-là à cet endroit-là. Et bien sûr, la réception a été totalement différente. Ça ne veut pas dire qu'elle a plu à tout le monde du tout. C'est une œuvre qui est pas appréciée par tout le monde, qui crée du débat, mais où la question de respect pour le lieu où elle est faite fait moins question, quoi. Et puis elle a peint pour le coup pendant longtemps. Il y a eu des échanges avec les voisins, etc. Et voilà, ça change complètement la manière de faire.
Et ça montre que aussi les espaces publics qui sont un espace public, donc de dialogue, de débat, de discussion, de controverse, nécessitent des égards particuliers. Et j'aimerais te poser la question à toi, Hichem, qui n'est pas dans ce contexte-là. Est-ce que toi, tu te poses quand même la question de comment les gens vont recevoir ce que tu fais, à qui tu t'adresses finalement quand tu peins dans un espace dont tu sais, alors c'est pas toujours tous les espaces que tu investis, certains, on l'a dit, sont très peu visibles, voire quasiment invisibles, mais d'autres le sont beaucoup. Est-ce que tu te poses la question de comment les gens vont recevoir? Est-ce que à qui tu t'adresses? Est-ce que c'est aux passants? Est-ce que c'est à tes pairs? Enfin voilà, est-ce que tu peux... Oui, effectivement, il y a cette grande différence entre les différents types d'espaces, ceux qui sont vraiment pas visibles, du coup plus intimes entre guillemets, et vraiment l'espace de la rue, où là tu t'exposes vraiment au regard de tout le monde. Je pense que honnêtement, quand je fais des peintures en pleine rue, je m'en fiche un peu de ce que les gens vont en penser. Je sais que ce sera clivant, je sais qu'il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester, mais quelque part je me dis que dans des villes comme Marseille par exemple, qui sont à certains égards des cahiers de feuilles blanches à ciel ouvert, qui sont quand même assez régulièrement effacés par les services, par les prestataires, pardon. Et donc en fait, c'est un cycle éternel, mais c'est un cycle quelque part. C'est très différent d'un mural comme celui-là, par exemple, qui lui va rester très longtemps finalement. Quand je viens et que je fais une série de tags ou un tracé direct ou des choses comme ça, je sais que ça va être éphémère en fait, quelque part. Tu le ferais peut-être pas forcément ou pas de la même manière. C'est pas moi qui le contrôle. Ouais, d'accord. Dans tous les cas, c'est pas moi qui déciderai de sa temporalité. Ouais. C'est pas moi qui déciderai de comment les gens vont les apprécier ou ne vont pas les apprécier. Donc quelque part, on pourra jamais plaire à tout le monde. Je cherche pas à créer du débat. Je cherche pas à parler aux habitants. Je cherche juste à proposer une peinture, et après, voilà, peut-être un peu égoïstement, mais c'est aussi ça la pratique artistique à certains moments. Si tu commences à poser la question à la terre entière de s'ils sont d'accord pour que tu génères une forme qui est celle-ci, tu la feras peut-être jamais. Donc, puis ça plus largement. Pourquoi dans l'espace public, si tu ne t'adresses pas au public? Bon, ça, je m'adresse au public. Je m'adresse au public parce qu'elle est visible dans l'espace. Je m'adresse à tout le monde. C'est à la fois égoïste et à la fois c'est un don de forme à la rue. Comme un colleur d'affiche qui va promouvoir son petit concert du soir ou que sais-je, n'importe quoi. Moi, c'est juste une forme, c'est juste une écriture. Ça s'adresse à tout le monde et à personne en particulier. C'est ça que je veux dire. C'est pas ciblé sur je m'adresse pas à ma sœur ou au boulanger du coin ou à mes amis graffeurs. Je sais qu'il sera visible de tout le monde, en fait. Mais le geste artistique est pas toujours politique non plus. Je le vois pas comme ça, pour ma part. Voilà. C'est une pratique qui nécessite du mur, qui nécessite un geste scripteur, et en fait, l'espace de la rue, ces murs repeints en ton pierre incessamment, peuvent en être le support, comme ils ne peuvent pas l'être, mais en l'occurrence, ils le sont. C'est aussi, d'abord, parce que c'est un espace disponible, on pourrait dire. C'est un espace disponible. C'est un espace disponible, il est là, il est investi, il peut l'être, il peut ne pas l'être. Moi, je décide de l'investir, en tout cas. Pourquoi? Je le sais même plus, en fait. Je pratique ça depuis que j'ai 11 ans. Donc, honnêtement, à un moment donné... Parce que c'est une culture. Oui, c'est une culture que je ne vois plus tant liée d'ailleurs au hip-hop que ça aujourd'hui, parce que le graphe était très hip-hop peut-être au démarrage. Je pense qu'il ne l'est plus forcément tant que ça aujourd'hui. Des fois, on fait les choses à force de les faire avec des dizaines d'années qui passent dans la pratique. Le pourquoi du comment, au final, on ne se le pose plus tellement. Ça fait partie de... C'est comme marcher, en fait. C'est comme... voilà, je marche, je peins. Que dire? Peindre comme marcher, moi je trouve que c'est une belle image. Peindre comme on respire, etc. Ça reste très spontané, et en fait, il n'y a pas une volonté de choquer, en tout cas. Voilà.
Je sais que ça peut l'être, il n'y a pas vraiment une volonté provocatrice là-dedans. C'est pas un truc d'antisocial, ma manière de pratiquer l'espace urbain, quoi. C'est pas là pour faire mal à la rétine de la personne qui va acheter sa baguette le matin. Ça peut faire mal à la rétine, mais c'est pas spécialement. Il y en a qui vont adorer et d'autres non. Que dire? C'est clivant, c'est pas unitaire. Je crois qu'effectivement, c'est ce qui caractérise les œuvres, les interventions dans les espaces urbains, c'est qu'elles ne sont pas unitaires, elles font pas l'unanimité, elles sont clivantes. Et d'ailleurs qu'elles soient faites légalement ou pas. Exactement. On voit bien que finalement, même dans des contextes où il y a des maquettes qui sont proposées, où potentiellement le projet est validé et passé devant des... Il n'y a pas de maquette. Peut-être pas de maquette, mais il y a en tout cas il y a des municipalités parfois où c'est le cas, parce que toi c'est assez spécifique, mais des fois quand ça deal directement avec une mairie, il y a besoin d'étapes validées qui passent par des bureaux municipaux, etc. On voit bien que ce soit le cas ou non, en fait, à la fin, ça peut être clivant. Et ce qui est clivant aussi, d'ailleurs, c'est le temps de travail. Je pense que le public, pour une certaine partie du public, ces notions, tout à l'heure, on parlait de temps de travail, les notions d'application. Une peinture qui paraîtra appliquée, une peinture qui ne paraîtra pas appliquée, va créer, en fait, je pense, un sentiment très différent du large public. Et en fait, c'est peut-être une sensibilité que certains n'ont pas. Ils verront quelque chose de beau sur quelque chose qui est appliqué, alors qu'ils verront quelque chose de moche parce que ça a été fait rapidement. Là où moi, peut-être que je verrais tout l'inverse à certains moments. Et juste pour terminer, c'est vrai que ces controverses, elles débordent de toute façon très largement le champ de l'art urbain. On peut penser, je sais pas, à Tree de McCarthy, en fait, qui avait fait scandale parce que certains y avaient vu un plug anal. On peut penser à Anish Kapoor à Versailles. Enfin, il y a eu énormément de controverses qui sont liées à des œuvres dans les espaces publics et certaines dans tout contexte. Donc c'est vraiment un espace particulier. Il y a aussi bien la question de combien ça a coûté, mais est-il vraiment légitime de dépenser l'argent public dans des œuvres qui sont pornographiques, qui sont licencieuses, qui sont moches, qui auraient pu être faites par un enfant de 4 ans. Il y a tout un catalogue et depuis très longtemps finalement de controverses. Voilà, on aurait pu parler justement un peu plus des publics, mais je me dis que peut-être que ce serait le moment de faire circuler la parole parmi vous et vous avez sans doute des questions, des remarques sur tout ce qui vient d'être dit et qui pourront compléter les propos des uns et des autres. Alors la question c'est comment le micro circule avec un fil, ça va le faire ? Moi, je voulais demander à Fanny si dans ton travail de recherche, en fait, et en allant côtoyer la sociologie, est-ce que la sociologie, ça t'a donné des outils justement pour documenter ces questions de perception par les publics, voilà. Oui, oui, parce qu'il y a il y a des sociologues en fait qui ont travaillé sur ces sujets de ce qu'on appelle la réception de l'art. Et en fait, ça pose la question de la posture du public, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu deux grands courants. Je vais faire un peu à la serpe, mais il y a deux grands courants en sociologie. La sociologie de la consommation culturelle, qui vient un peu de toutes les études faites par Pierre Bourdieu sur les questions de distinction sociale, d'art dominant, dominé, des arts majeurs, des arts mineurs, etc. Et la façon dont on appréhende les uns et les autres notre rapport à l'art en fonction de notre bagage culturel et de nos compétences culturelles qui viennent plutôt de notre univers socioculturel dans lequel on a grandi, et dans lequel on a été éduqué. Et ça, c'est plutôt toutes les théories de la consommation culturelle. Et puis après, la question de la réception, c'est plutôt lié à la façon dont les gens sont affectés, touchés par les œuvres. Donc là, on est plutôt dans les rapports avec des gens comme John Dewey, qui était, lui philosophe, mais aussi Hans-Marcel Mauss, qui a travaillé beaucoup sur ces questions, etc. Et c'est la manière dont... finalement, on peut être touché par l'art
sans avoir forcément un bagage de départ sur une histoire de l'art, des habitudes, etc. Même s'il y a certains rapports à l'art qui sont très liés à des questions d'habitude et de fréquentation. On ne va pas voir un opéra de la même manière quand on n'y connaît rien à la musique classique, au livret, au récit de l'opéra, et si on y va en ayant tout ce background et tout ça. Bref, et tout ça pour dire que moi je pense qu'en fait dans le rapport, vous l'avez très bien dit tous les deux, hein, dans la façon, il y a une histoire de l'art des murales, vous employez tout un vocabulaire, le tag, le graphe, le street art, les murales, enfin bon voilà, il y a énormément de vocabulaire, il y a tout un jargon, c'est une pratique sociale aussi qui vient du punk pour les graffitis, du hip-hop pour d'autres pratiques, et puis maintenant, tu le disais, on ne sait plus très bien d'où ça vient, et tout ça, ça croît, ça interfère. Il y a des gens qui viennent plutôt du monde de l'art contemporain aussi, qui sont sortis de leurs ateliers, de leurs galeries pour aller investir les espaces publics. Mais il n'empêche que aujourd'hui, clairement, il y a certaines œuvres qui, voilà, comme vous le disiez, qui heurtent des personnes, d'autres qui au contraire trouvent ça hyper intéressant, et socialement ça raconte aussi quelque chose, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'était de savoir si dans l'espace public. Oui, alors il y a un doctorant là au LAMES, enfin ex-LAMES à Mésopolis, qui est le laboratoire de la MMSH, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, de Aix-Marseille Université, donc pardon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc un jeune homme là qui vient de soutenir son doctorat sur les pratiques du graffiti, du graphe, du tag, des murales et tout ça dans les espaces publics. Donc il y a une thèse là qui est sortie à peu. Et puis après, oui, il y a pas mal de personnes qui ont travaillé, mais alors c'est plutôt dans le champ de la sociologie, mais aussi dans le champ de l'histoire de l'art, dans le champ du rapport à l'urbanisme et à l'architecture et tout ça. Donc il y a c'est vraiment interdisciplinaire en fait les travaux qui sont menés. Et là comme ça, il faudrait qu'on en parle plus précisément, que je te ressorte ma bibliographie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Ouais, tu parlais tout à l'heure de l'art éphémère. Moi, ce que je trouve, c'est que quand on arrive dans un quartier ou dans un centre urbain ou n'importe où, autant quelque chose qui va être éphémère et où il va y avoir une envie qui en est souvent, que ça change, c'est super. Et quand un truc s'installe qui ne plaît pas à la moitié de la population, je trouve que c'est violent. Alors je vais prendre un exemple, il m'excusera parce que déjà je ne me rappelle même pas de son nom. Il y a eu à un moment donné, sont sorties des vaches de toutes les couleurs, de toutes les formes, qui étaient dans toutes les villes. Et moi, je devenais allergique, furieux, je détestais ça, je comprenais. Ça m'avait amusé quelques jours, et après, je me suis dit, mais comment on peut cautionner un truc pareil? Bon, après, voilà, bon, c'est mon avis, on s'en fout en même temps. Après, il y a autre chose, bon, là, je vous raconte la petite histoire. À un moment donné, je disais à mes potes, parce que bon, il y en a plein dans le quartier, mais pourquoi vous mettez votre blaze? Ça veut dire quoi de mettre son blaze sur un mur? Donc je voulais du sens, parce que moi je suis d'une génération, théâtre de rue, etc. Et donc moi j'aimais bien une espèce de révolte ou quelque chose qui se décale, qui dit, bon, ça va, entre-temps j'en connais tellement que j'accepte ça, puis on parle beaucoup avec Germain aussi, bon, de plein de choses. Donc, quand j'étais très très jeune, le truc qui me scotchait, c'était les gens qui détournaient les wagons dans le métro ou à la gare Saint-Charles qui peignent, dans une espèce de rapport au risque, à la révolte. Je vous raconte pas toute ma vie, donc je vais très très vite à un truc. Par exemple, je connaissais bien Mystique, on l'a fait venir ici une fois, mais bon, c'était presque trop tard dans le process. Et un jour, je l'appelle et je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai trouvé à Leroy Merlin à Marseille des plans de transfert de toit, des trucs que j'adore, des dessins que je connais avec ces phrases incroyables. Et qu'est-ce que ça fait à Leroy Merlin? Et là, elle me dit, attends, tu as oublié le nombre de fois où vous m'avez aidé à sortir de tôle, enfin pas de tôle, mais de commissariat, de payer des amendes et tout. Et le moment où tu dois passer à autre chose, enfin où tu passes pas. Donc toutes ces questions, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et j'en finirai avec un exemple de mon travail à moi. En 2003 ou 2002,
on était à Brest avec un endroit qui s'appelle le Fourneau, donc qui produit qui fait énormément de choses dans la ville pour les gens. Ils sont très quartiers aussi, enfin, ils font toutes sortes de choses, très très ouverts toute l'année, tout le temps. Et on faisait un spectacle qui s'appelait Théâtre d'une rue. Et là, ils ont réussi à nous avoir 30 panneaux de co où on a marqué sur le thème du spectacle qui était les gens qui sont expulsés. Là, c'était pour des inondations parce qu'il y a des trucs avec l'eau. Et on changeait dans chaque ville selon où on allait. On trouvait l'endroit où les gens allaient être emmerdés pour une raison ou pour une autre. Pour démolition, pour de l'eau, pour de l'incendie. Et là, on a eu, donc c'est ce que tu racontais tout à l'heure, on a eu, enfin, je ne sais plus lequel de vous deux parlait de ça, c'est toi, non ? On a eu les panneaux de co parce que des gens se battent pour faire participer. C'était pas payé, on ne payait pas du tout à deux co, hein, c'est lui qui... Voilà, donc pour dire cette dynamique collective qu'il y a, que tu expliquais aussi à Nantes, moi c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et après, je connais pas assez bien toutes les manières de taguer ou de... Enfin, je connais, j'apprécie, mais je sais pas les... Tu m'avais expliqué que Pochoiris, c'est pas du tout pareil que... Enfin, tu vois, un jour, on avait eu cette discussion. Bon, voilà. Donc, je respecte tout ça, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est des fois... Je veux bien que... Même si... Ouais, je veux bien que tu me répondes à ça, si tu veux bien. Après, je pense qu'il y a différentes... comme je disais tout à l'heure, c'est pas unitaire. Tout ça n'est pas unitaire. Donc, ma manière de voir les choses ne sera pas... je ne serai pas le porte-parole de l'intention de chacun, que chacun met là-dedans. Parce qu'il y en a qui mettent leur blase, par exemple, parce que vraiment, c'est des cartonneurs. Et juste, ils n'ont pas beaucoup de variations. Ils mettent leur blase, c'est une répétition. Ils se revendiquent pas artistes. C'est un esprit peut-être plus brut du graffiti. Mais bon, ça c'est vraiment... ça appartient relativement à chacun. Moi, je sais que je suis plus dans la variation quand même si les formes reviennent. Pourquoi on met le blaze? C'était ça la question. Non. Je sais pas. C'était, quand tu montres des endroits désaffectés, des endroits étranges où des gens vont venir, là, je vois quelque chose d'un engagement qui est pas spectaculaire. Il n'est pas en place entre en passant. Le truc quand on voit Zidane en passant à chaque fois, avec les gens qui adorent Zidane à chaque fois, moi j'aime beaucoup Zidane, mais bon, des fois, et ça c'est là, par rapport à la référence. Mais je veux dire, la manière de définir le sens, comment les gens s'approprient différemment le sens par rapport à ce qu'ils font, et après ça va complètement... Moi je sais, tout à l'heure quand je parlais de par exemple d'aborder des espaces qui sont des espaces où on a les deux pieds au sol et où on peint un mur ton-pierre par exemple, tu sais très bien que ce mur ton-pierre il va être peint entre 2 jours et 2 semaines. Donc en fait, tu le sais quelque part au fond de ta tête que ce mur-là il va être repeint. Ils ne seront pas contents de le repeindre, mais ils vont le repeindre. Ce sera toi, ça sera quelqu'un d'autre, il sera repeint en fait. Quand tu viens que tu abordes par exemple un bignon de façade, que illégalement que tu fais un rappel, etc., tu vas quand même chercher une inaccessibilité et donc du coup tu vas chercher aussi le fait que ta peinture elle va rester plus longtemps quelque part. C'est différentes manières d'aborder les différents espaces et de chercher à ce que ta pièce elle reste plus pérenne, moins pérenne, tu t'en fous pas, tu cherches. Voilà, les intentions sont très différentes en fonction de ce que chacun y met, en fait, quelque part. Alors, si vous m'accordez une dernière seconde, un truc qui m'a particulièrement énervé, c'est après les trucs de Banksy, ils sont grillagés par la municipalité. Non, pas par la municipalité. C'est souvent par les habitants, en fait. Les habitants ou les propriétaires, et ça pose plein de questions, mais c'est pas la municipalité. Oui, moi j'ai cru que c'était à Marseille, j'étais furieuse, et je comprends pas pourquoi lui, on ne peut pas ses potes l'enlever ou lui enlever lui-même, parce que c'est le contraire de ce qu'il veut faire. Oui, mais ça lui appartient plus, et je pense qu'ils font un billet là-dessus. Je pense que le gars qui a l'immeuble, il est content parce qu'il y a un Banksy sur son chemin de façade. Mais c'est du contresens un peu, ouais. Oui, mais parce qu'on peut faire de l'argent avec. Mais en fait, il y a toutes les formes. Ce que dit Hichem est vrai, c'est qu'en fait, il y a toutes les intentions qui se croisent dans tout ça, et c'est ça qui est génial. En fait, c'est que il y a des artistes qui travaillent dans l'espace public pour être visibles, vendre des œuvres, se faire un max de fric, etc. Mais en fait, c'est pareil dans les théâtres, c'est pareil dans les salles de concert, c'est pareil partout. Et il y a aussi des artistes qui vont avoir un engagement hyper fort. Là, tu parles de Banksy, mais il y a Blu, un Italien, qui lui a fait des peintures partout dans Bologne, hyper politisées, mais aussi hyper populaires. Et un jour,
la mafia locale de l'art a prélevé justement une de ses peintures pour l'exposer dans une exposition collective. Et il y a plein d'artistes qui auraient été peut-être contents de ça, et lui, Blu, ça lui allait pas du tout. Et quand il a vu que sa volonté n'était pas respectée, ben avec ses amis, il est revenu, il a repeint en gris toutes les peintures qu'il avait offertes quelque part à la ville, et qui faisaient vraiment partie de la ville, et les gens l'adoraient. Et il a repeint en gris toutes les peintures, donc c'était d'un triste horrible, mais c'était pour montrer qu'il n'était pas d'accord, et qu'ils avaient une capacité d'action sur la ville, sur son imaginaire, etc. Donc il y a toujours, en fait, franchement, tu peux trouver tous les discours, dialogues possibles, en fait, et c'est ça qui est génial. Et le côté tag, peut-être égo, tout seul, etc., de parfois, en fait, c'est aussi que ça crée de l'émancipation auprès d'autres personnes qui vont se dire, attends, mais moi, je vais peut-être essayer aussi. Et d'un coup, tu te mets à faire des tags, et peut-être qu'ils seront tout pourris, mais tu auras pris toi-même l'énergie, la latitude d'intervenir dans la ville. Et ça, mine de rien, c'est énorme. Moi, il y a énormément de choses dans le graffiti qui me plaisent pas, mais ce rapport à la ville et à se dire, en tant qu'individu dans la ville, j'ai pas mon mot à dire, mais par le tag ou par d'autres manières, je vais pouvoir interagir. Ça, je trouve ça hyper puissant. Et peut-être que ça plaira à personne, peut-être que ce sera jamais vu en fait et très vite oublié. Mais pour moi, la différence entre l'art et la décoration, où on parlait des villes qui vont parfois demander à faire une peinture murale et elles veulent que ça soit consensuel, donc on finit avec une vache ou un truc. Et en fait, c'est jamais consensuel, ça c'est clair, mais ça n'apporte pas grand-chose, alors que quand c'est des choses plus libres, plus artistiques, ça va peut-être créer peut-être que les vaches, si tu les aimes aussi peu, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être que ça a réussi, c'est-à-dire qu'au moins ça a créé il y avait les rhinocéros, je crois aussi. Ouais. Non, mais moi, ça me parle pas, mais... Il est un moment de libération des technifications des vagues, parce que c'est pas sexuel. Ça aussi, qui est consensus. Ça fait vaguer des pas de t'avenir. Et c'est aussi ça, c'est essayer de lutter contre une pensée unique, et une façon de penser avec, et pourvu que tout le monde ne soit pas d'accord. C'est important. On a cette pratique qui peut être qui est nécessaire. Les formateurs sont une légitimité égale. Voilà. Il y avait une question, quel regard vous portez sur Marseille? Est-ce qu'elle a une place différente de Kelly, ou une sorte d'expression à la fois de toutes les expressions du graphe, au tag, à des choses plus monumentales, ou est-ce qu'elle a une place un peu particulière par rapport à ça, non, Bordeaux, même Berlin, quelle place elle a, et à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant qu'elle a une place particulière? Moi, je pense qu'elle est assez unique quand même en France, en tout cas. Il y a vraiment ce côté street art, parcours urbain, jolies couleurs, etc. Et d'un autre côté, tu as la sauvagerie absolue des murs incessamment attaqués par les artistes taggeurs avec leurs outils de pauvres. Et en fait, il y a de tout, c'est ça qui est bien en fait, quelque part. En fait, on peut aimer ou détester, mais en tout cas c'est grouillant et c'est vivant. De toute façon, Marseille est une ville vivante. J'ai habité à Nantes, j'ai fait mes études là-bas, j'ai habité à Angers. C'est incomparable en fait, quelque part. Je pense que c'est une ville assez unique en France, en tout cas à ce point de vue-là. Et on est content d'être là. Enfin, moi, pour ma part, je suis content d'être là, quoi. En fait, les gens s'approprient, vivent. N'attendent pas d'avoir une quelconque autorisation, et pas que pour la peinture, et pas que pour le graphe d'ailleurs, pour tout ce qu'ils font en fait, de manière générale, ils veulent se garer, ils se garent. Puis voilà, c'est ça. Voilà. Mais d'un autre côté, on s'aime quand même les uns les autres dans cette ville, donc c'est pas un incivisme total non plus. On s'écoute plus et on se parle plus que ce qu'on veut bien croire.
Et oui, pour reprendre l'exemple nantais, Nantes, c'est une ville qui s'est réveillée par l'art dans les années 80 avec les Allumés. Et les Allumés, c'était un festival qui a été lancé par Jean Blaise, donc, qui a duré 6 ans. Et pendant tous les ans, pendant 6 jours, de 6h du soir à 6h du matin, la ville était en feu, quoi. Et donc il a investi énormément d'espace en friche avec des choses qui pouvaient être faites qu'aujourd'hui on ne pourrait plus faire, hein, clairement, en termes d'occupation d'espace public, en termes de sécurité du public, de choses de monter sur les échelles pour pouvoir travailler, et voilà. Et donc Nantes s'est réveillée par ça. D'ailleurs, elle s'appelait La Belle Endormie. Voilà, ça a été le réveil de Nantes par les Allumés. Et puis ensuite, il y a eu une espèce d'institutionnalisation finalement de tout ça, parce qu'il y avait ce couple entre Jean Blaise, donc directeur artistique, personnage charismatique, et le maire de Nantes, à l'époque Jean-Marc Ayrault. Et qui ont ensemble en fait réécrit l'histoire nantaise autour de la question de la création artistique et culturelle, en créant le lieu unique, donc qui était la scène nationale qui investissait donc les anciens bâtiments de l'usine Lu. Et puis ensuite le parcours estuaire Nantes-Saint-Nazaire avec des œuvres d'art disséminées dans le paysage, là pour le coup, en suivant le fleuve de la Loire. Et au final, Voyage à Nantes, comme je disais tout à l'heure, qui a rassemblé culture et tourisme, où là il y a eu des questions d'attractivité qui sont rentrées au cœur de la programmation artistique, dans la grande arrivée des concepts de la ville créative. Donc cette ville qui fait venir des classes créatives pour se développer, avec l'art et la culture qui font partie du développement urbain. Et du coup, Nantes s'est construite vraiment dans cette institutionnalisation de la présence de l'art et de la culture, mais en investissant complètement tous les espaces publics possibles et imaginables. À l'inverse, Marseille, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que pendant des années, il y avait quasiment pas de politique culturelle, que la façon dont les artistes et les acteurs culturels investissaient des questions artistiques, d'espace public et tout ça était assez underground, sauvage, etc. Jusqu'à l'arrivée de Marseille-Provence 2013, qui a donné quand même un coup à la fois d'accélérateur, mais en même temps d'institutionnalisation hyper fort du développement, avec la naissance de plusieurs équipements publics, le MUSEM, le FRAC qui a été entièrement refait, la Friche Belle de Mai qui a été entièrement, en partie refaite, etc. Il y a eu énormément de choses comme ça qui sont arrivées, et ce côté underground de la ville qui a été un peu négligé, méprisé. D'ailleurs, regardez le film La fête est finie, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais voilà, qui raconte aussi cette histoire de l'arrivée de Marseille-Provence 2013 dans la ville, et qui a fait du bien et pas du bien, quoi, à la fois. Donc voilà, mais il y a quand même cette pratique très sauvage de rapport à la ville. Tu te disais, les gens veulent se garer, ils se garent, quoi. Il n'y a pas de... ce rapport est très présent, et ce qui rend justement la ville de Marseille assez unique dans son rapport à l'art et à la culture. Mais il y a un ancrage très fort artistique et culturel, en tout cas à Marseille, et qui brasse toutes les disciplines possibles. Merci. David, un dernier petit mot rapide sur Marseille avant de conclure avec Claire Hernandez et sa facilitation graphique, dont elle vous dira un mot. Peut-être un dernier petit mot sur Marseille, et après je vous propose... Non, moi je connais pas Marseille, alors je n'ai pas d'avis. Voilà. Il y a des gens super à Marseille, de ce que je sais, mais du coup, vu que tu me donnes le micro, je vous ferai passer un petit document qui n'a rien à voir, mais qui parle un petit peu de la montée du fascisme aujourd'hui et de ce qu'on peut faire. Là, vu qu'on est un groupe dans une salle, voilà. Rien à voir, mais... Merci. J'arrive à voir. La famille, on a existé actuellement. C'est exactement ce que j'ai de l'alternative. Oui, non, mais c'est Alors, Clem. Non, mais c'est ce qui est bien avec celui qui arrive à mettre.
Alors bonsoir, moi je suis Claire et ma contribution ce soir c'est de faire un résumé visuel de ce qui a été dit. Ça s'appelle la facilitation graphique et du coup ça va prendre 5 minutes et après c'est fini. Moi ce que j'ai noté, alors c'est forcément avec mon prisme et ma subjectivité, mais ce que j'ai noté alors je vais zoomer pour avoir un peu plus pour y voir un peu mieux. C'est justement un sujet où il y a un numéro d'équilibriste à jouer sur le rapport illégalité-institutionnalisation. J'ai voulu noter aussi les différentes questions sur les terminologies. Est-ce que c'est l'art de la rue, l'art de et avec l'espace urbain, le street art ou l'art des espaces publics. Et je me dis que c'était intéressant d'avoir un peu toutes ces notions-là et chacun y aura apporté sa contribution. Et puis j'ai noté trois grandes idées, en gros, qui seraient celui de l'origine, qui est lié plutôt avec le côté de l'illégalité, donc ce qui est à l'origine la rue. Donc c'est ce que j'ai pris en note, c'est le fait d'avoir une certaine liberté de faire et de penser. J'ai noté la boulimie, qui a été répétée plusieurs fois avec les différents types de formats, les différents types de... un peu ne pas pouvoir s'arrêter puis vouloir prendre les différents médiums pour continuer. Et j'ai noté l'idée de spontanéité, de côté éphémère, que c'est pas unitaire, et puis ça a toujours été fait sans autorisation. Et j'ai repris en compte l'idée de art visible, art invisible, et finalement tout se nourrit, c'est ce qui a été dit plusieurs fois. Puis j'ai le petit nuage sur la sphère Instagram qui peut changer du coup la donne sur visible, même si c'est une pratique invisible, peut-être qu'elle peut se rendre visible via Instagram. Voilà. Mais en tout cas, tout se nourrit, c'est un peu ça l'idée essentielle de que j'ai retenu de cette idée-là. La deuxième idée que j'ai notée, c'est vraiment sur l'importance du dialogue et notamment dans le rôle des assos. Alors j'ai pris l'image de disjoncteur qu'une fois David avait utilisé, bon, pas ce soir, mais et je trouvais ça plutôt intéressant de replacer le disjoncteur entre les élus, les artistes, les habitants, les commerçants, justement par rapport à leurs différentes cultures professionnelles, ce dont on a parlé au début. Le fait de montrer que c'est peut-être pas autorisé, mais c'est pas si grave. Et c'est justement le fait que c'est pas forcément autorisé, ça peut permettre de faire créer une rencontre, un décalage qu'il n'y aurait pas sinon. J'ai renoté aussi les faits de l'intérêt justement de proposer d'autres formats, c'est-à-dire de laisser à la rue ce qui est à la rue, et puis peut-être proposer d'autres formats qui pourraient être intéressants pour expérimenter. Et puis là a été évoqué pas mal d'éditions, et les fanzines, aussi rapidement les photos. Et garder en compte que le dialogue sera toujours basé sur le fait que ça ne plaira jamais à tout le monde, et c'est ok. Voilà. Et enfin, ce que j'ai noté, la troisième idée, c'est plutôt de faire avec le contexte un peu le double jeu de s'emparer d'un espace pour le transformer, tout en se posant la question de est-ce qu'on fabrique la ville, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça n'a pas, et poser la question de l'impact sur la ville, tout en s'inspirant de l'espace pour créer. Alors comme il y a eu le hip-hop qui a été évoqué, alors à la fin c'était du coup plus lié au hip-hop, mais bon, j'ai quand même gardé l'idée du sample, servir de la ville un peu comme je me pioche dans les images, s'inspirer de la ville. Et puis se rendre compte qu'en transformant les espaces publics, du coup on crée une nouvelle ambiance urbaine qui rentre dans la mémoire collective. Et à la fin j'ai gardé, mais ça c'est un peu un axe que je sais qui a été évoqué rapidement, mais quoi que je trouvais intéressant, c'est le fait que ça requalifie des quartiers et que du coup il y a une gentrification induite, quoi. Donc j'ai remis 2 personnes qui seraient en train de payer l'artiste urbain en train de graffer, en lui disant merci, c'est super, mais du coup ton loyer il augmenté parce que du coup le quartier prend de la valeur. Et j'ai renoté un peu les questions qui avaient été adressées par Fanny. Et sinon, vous faites quoi des migrants, des SDF et des problèmes de drogue? Voilà pour moi. Ce que je dis, on va bien regarder. Peut-être.